Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cette semaine, c'est avec grand plaisir que je reçois Cécile. Cécile, c'est une de ces mères que je ne peux pas m'empêcher d'admirer de par la force et les paillettes qu'elle dégage. Sa maternité est aussi l'incarnation de la maxime « chaque enfant est différent ». Après 2 ans de vie commune, Cécile et son mari lancent les essais pour avoir un bébé. C'est après 9 mois d'attente que leur fille aînée décide de s'implanter et fait vivre à Cécile une grossesse paillette. À la naissance, ils découvrent une bébé très expressive mais qui pleure beaucoup. Le 4e trimestre est très difficile entre nuits hachées et douleurs de bébé. Puis tout s'éclaire au 4e mois, les paillettes reviennent en force tellement qu'ils décident de ne pas attendre pour relancer les essais. Cette 2e grossesse placée sous le signe de l'angoisse à cause des suspicions de problèmes qui s'enchaînent laissera la place à une bébé tendue, dont le visage ne varie que peu, à qui on diagnostique, après des mois d'attente, de questionnement et de recherche, un syndrome de Möbius. Cécile nous raconte tout ça et bien plus encore dans ce nouvel épisode. Salut Cécile! Salut! Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors donc moi c'est Cécile, j'ai 33 ans. À la base je viens de la région Limousine, donc de Limoges. Et là je suis en région parisienne depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça. Voilà, je suis mariée et puis j'ai 2 petites filles. Génial. Et comment est-ce que tu as rencontré ton mari? Alors, j'ai rencontré mon mari sur une appli de rencontre, c'était en 2016, fin 2016. On n'était pas partis pour avoir une relation très très sérieuse parce que moi je sortais d'une relation un peu douloureuse et du coup lui aussi pareil. Et puis finalement en fait voilà, c'est devenu au fil du temps une relation plus que sérieuse. Les enfants, ça a toujours été un sujet pour vous deux? Alors, les premiers temps, non, parce qu'en fait, déjà, l'idée d'être en couple sérieux, c'était une question compliquée. Non pas qu'on ne voulait pas, c'est juste que mon mari, il avait un gros projet. Il voulait aller vivre au Japon. Alors, il voulait pas juste vivre au Japon 2 mois, hein, il voulait y vivre définitivement. Ce qui, tu l'avoueras, peut être un petit obstacle. Léger. Voilà. Moi, c'était pas un pays qui m'attirait plus que ça. Moi, je me disais non, mais moi, je sais que faire mon métier. Je sais pas faire quoi autre chose. Donc, je me voyais pas partir. Puis, de toute façon, il me le demandait pas forcément. Et du coup, après, quand il a quand même pris la décision d'aller au Japon pendant 6-9 mois, quelque chose comme ça. Et Mais c'était au tout début de votre relation? alors, il est parti en 2018, janvier 2018. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Parce que la première année, donc la première année et demie, disons, voilà, on s'est fait à l'idée qu'on était un couple, etc. Mais il y avait quand même cette histoire du Japon qui était en suspens. Du coup, pour faire des projets à long terme, c'était compliqué, mais Ouais. il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour et on savait déjà que c'était une histoire sérieuse. Du coup, je lui ai dit, pars au Japon, fais ce qu'il faut que tu fasses, vis ton expérience, mais reviens. C'est quand même risqué parce que bon, s'il avait vraiment trop adoré, c'était fini. Après, bon, j'avais bien l'intuition qu'il allait pas y rester, quoi. Mais donc il y est parti. C'est une Ouais. belle preuve d'amour, hein. Oui. Laisser l'autre Ouais. partir quand même. Je sais pas, moi je me vois pas, je considère pas les choses comme de lui dire je t'interdis de partir, je me vois pas dire ça à quelqu'un, je me dis de Oui, toute mais façon
sans lui Ouais. interdire, tu aurais pu lui dire: «Bah, moi, je peux pas rester avec toi» et voilà. Je Enfin pouvais pas, moi j'étais déjà, j'étais déjà trop amoureuse. Non, je pouvais pas lui dire ça. Si, bah peut-être que, bon, ça m'est déjà arrivé en plus de tomber sur des personnes qui voulaient, qui avaient des projets comme ça, mais c'était pas les bons, donc mmh, je fais partie de toute façon. Donc alors que lui, bon, je savais bien qu'il y avait quelque chose, tu sais, la petite voix dans ta tête qui dit que bah ouais. c'est la bonne personne et que de toute façon il finira par revenir. Et donc, il est parti en janvier 2018. Au final, bah, il n'a pas super bien vécu parce que pour lui, c'était pas cohérent de vivre au Japon sans le partager. Et du coup, il a beaucoup déprimé là-bas alors que c'était son pays de rêve, quoi. Et du coup, donc moi, je l'ai rejoint en avril pendant les vacances scolaires. Oui, parce que je suis prof, je sais pas si je l'ai précisé. Non, mais voilà, c'est fait. Voilà, je suis prof, donc du coup j'ai les vacances scolaires. J'ai été le rejoindre pendant 2 semaines. Là-bas, il m'a demandé en mariage. Oh, C'est assez classe, il me demande en mariage au Japon. c'est clair. Et en fait, il est revenu en juin. Donc en tout, on est resté 6 mois séparés. Et à partir de juin, en fait, on a emménagé ensemble et on a directement parlé de faire des enfants. Pour nous, c'était évident que si on s'installait ensemble, on allait tout lancer, faire des enfants, et on a, dans la foulée, commencé à préparer l'idée du mariage. On n'est pas des personnes très patientes, en fait. On a tout lancé en même temps parce qu'on était enfin réunis et que voilà, on n'a même pas eu vraiment la discussion de et toi, tu veux des enfants? C'était évident. On s'est dit bah ouais, Ouais, on veut des enfants. Voilà, moi je voulais des enfants depuis toute petite. Mais au fur et à mesure que je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas forcément dans l'engagement, j'aimais bien dire devant tout le monde non, mais moi je veux pas d'enfants. Je voulais pas me l'avouer en fait que j'en voulais à ce point, quoi. Donc je ouais, pour préférais pas être dire déçue. non, bah, voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, ouais, je préférais dire non, j'en veux pas. Puis finalement, Mmh. voilà, c'est lui qui a finalement déclenché l'idée de la concrétisation, quoi. Parce qu'au final, voilà, c'est bien beau de vouloir des enfants, mais c'est des enfants de lui qui était le plus important, quoi, pour moi. C'est beau. Ouais, ouais, je sais. Voilà, un peu paillettes. Ah oui, on est un peu de la team un peu paillettes, niais un peu avec mon copain, donc avec mon mari. Mais Donc c'est faut mignon. s'accrocher parce qu'il va y avoir de la paillette. Ça marche, ça me va, j'aime bien les paillettes, moi. Bon bah ça tombe bien alors. Et donc du coup, on lance les essais en juin-juillet 2018, tout en sachant que on prépare notre mariage civil pour octobre 2018 et notre mariage en grande pompe, mariage religieux, pour l'année d'après. Attends, vous lancez les essais juin-juillet 2018, mais c'est pas en juin que vous êtes revenus? Enfin, qu'il est revenu? Ah d'accord, OK, Ouais, OK, ouais, bah, dans la attaque, foulée. direct. On s'est dit: «Allez». Bah, en fait, alors pour l'histoire, je suis sujette à faire des kystes, en fait, ovariens, depuis que j'ai 15 ans, en fait. J'en avais fait 2 coup sur coup à 6 mois d'intervalle, et je suis passée par la case opération, et je sais pas, dans ma tête, je me suis dit que ça allait durer longtemps parce que, j'avais ça, alors que personne m'avait dit que je risquais d'avoir des problèmes pour, concevoir un enfant. Et du coup, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit: «Plus tôt on s'y met et mieux c'est». Et effectivement, on a bien fait parce qu'au final, les essais ont duré 9 mois, ce qui n'est pas anormal. Ouais, Euh, c'est pas non plus très court. non, c'est pas court, surtout quand tu le désires vraiment beaucoup. Mais bon, en connaissant d'autres personnes qui ont mis beaucoup plus longtemps, voilà, je m'estime heureuse. Et Ouais. pendant ces essais, voilà, j'ai fait d'autres kystes. J'en avais pas fait pendant des années, et là, bizarrement, j'en refais plein, et du coup ça provoque des douleurs au moment de l'ovulation, donc c'est compliqué. Et moi j'avais la hantise en fait que le kyste se rompt comme il l'a fait les autres fois, enfin les fois où je me suis fait opérer. Et du coup bah voilà, ça fait des crispations et c'est pas terrible, quoi. Ça peut t'empêcher de tomber enceinte? En fait, le problème, c'est que moi, pour m'empêcher de faire des kystes, on m'avait donné la pilule pour mettre en pause Ah, mmh. l'ovulation. Donc, je pense pas que ça peut empêcher de tomber enceinte.
Mais en gros, ça fout le bordel parce qu'après, ça fait des retards de règles, ça fait des douleurs au niveau Mmh. des rapports. Donc, forcément, c'est embêtant. C'est Ouais, embêtant. Et OK. surtout après, si ça grossit et que enfin, ça peut tordre une trompe, ça peut Ah provoquer oui, des quand trucs même! assez. Oui, oui, quand c'est assez gros, ça peut provoquer ce genre de problème. C'est assez rare parce qu'au final, il y a pas mal de femmes qui font des kystes comme ça, sans même s'en apercevoir. Mais des fois, ça peut être sérieux, quoi. Voilà. OK. Mais bon, Et alors, voilà. Oui. et alors, ta grossesse, vous la découvrez à 2 ou tu es plutôt de la team, mise en scène, annonce, c'est ma team ça, Alors, hein, je préviens. alors, à peu près ni l'un ni l'autre. Alors, on est rendu donc de juin jusqu'à avril 2019. On avait fait une pause en janvier et février parce qu'on se mariait en octobre 2019 et se marier à 9 mois de grossesse, tu conviendras que c'est pas forcément une bonne idée. Bah, ça peut poser problème. Je m'étais mis comme limite 7 mois, c'est bien. euh, Tout en l'imaginant, parce que j'en sais rien, moi, j'en savais rien de ce que ça faisait d'être enceinte de 7 mois à un mariage qui est le tien. Voilà, donc j'avais prévu la robe avec une taille empire, histoire de si jamais il y avait un gros bidon. Et donc je tombe enceinte en avril. J'avais fait un voyage en Espagne avec des élèves juste avant mon ovulation. Ça tombait franchement bien parce que du coup je suis rentrée et apparemment ça a fonctionné à ce moment-là au retour de ce voyage, mais genre le lendemain, hein. Et on part à Bruxelles 15 jours plus tard pour que je me fasse tatouer. Et pendant ce séjour, j'avais pas mes règles, mais bon, je me disais, de toute façon, c'est comme d'hab, les cycles à rallonge. Je suis sûre que ça va arriver quand je vais rentrer. Et le lundi, je vais au travail. J'avais une réunion tardive le soir et je sais pas, j'avais mal au ventre. Et mon mari alors, à présent, il est toujours en télétravail, mais à l'époque, il avait débuté depuis 6 mois un travail qui lui faisait faire des allers-retours tous les jours à Paris. Sachant que nous, on habite à 2 heures, il était à 2 heures de transport de Paris, donc 2 heures Waouh, aller, 2 heures retour. Ouais, il était des waouh. grosses journées. Ouais, c'était chaud à l'époque. Il pouvait faire des nocturnes et tout, enfin, c'était assez particulier. Et du coup, je rentre, j'étais toute seule avec mon chat et je me dis, moi, je suis de la team vraiment pas très patiente. Et du coup, je pense que mon mari, il aurait bien aimé que je le fasse avec lui, le test, mais je pouvais pas attendre. C'était pas possible. J'avais une intuition, j'avais trop mal au ventre. Et du coup, j'ai fait le test et là, oh, la grosse hallucination, je vois le trait apparaître. Oh, et là, je me mets à trembler comme une feuille. J'essaie de l'appeler. Et il devait être dans les transports, vu qu'il avait ses 2 heures de route à faire. Il me répondait pas. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. C'est impossible. Et du coup, j'ai appelé ma meilleure amie qui s'est mise. En fait, elle décroche, elle fait, t'es enceinte. Et elle s'est mise à pleurer, moi aussi. Enfin, c'était la catastrophe. Et juste 1 heure après, mon mari qui m'appelle, il me fait, t'es enceinte. Il m'a vraiment pas de surprise, je fais oui et tout. Il était un peu fâché en revenant que je l'ai pas attendu ni pour faire le test, ni pour lui annoncer que j'ai appelé ma meilleure amie avant. Et je le comprends, il était un petit peu chafouin, mais enfin, franchement, j'y pouvais rien, quoi. Bah, il avait qu'à répondre. Grave, t'avais qu'à pas être au travail, vraiment. T'abuses. Je comprends. Non, non, c'était trop dur. Moi, je suis incapable d'attendre. Vraiment, c'est pas ma capacité, c'est pas ma qualité première, l'attente. Je comprends, vraiment. Je me sens moins seule. Et alors, comment se passe ta grossesse? Ma grossesse se passe bien, je suis juste assez fatiguée, je fais des chutes de tension parce qu'on est rendu en juin. En juin, c'était la canicule. Je fais des bêtes chutes de tension, j'ai des douleurs ligamentaires, arrivé au 4e mois, mais globalement, franchement, ça va. J'arrive même donc à me marier à 7 mois de grossesse. Je danse jusqu'au bout de la nuit. J'ai jamais eu autant d'énergie, même de ma vie, hein, sans parler de la grossesse. Tu as le glow toute la grossesse, toi?
Bah, j'ai pas le glow, mais honnêtement, à la fin, je suis juste contente, quoi. Je prends ça comme un miracle parce que je trouve que c'est un miracle au final d'être enceinte. Je sens ces petits coups. Je trouve pas ça extraordinaire dans le sens où je me sens pas non plus dans la meilleure des formes. Mais comme je suis dans la team niaisouille paillette, je trouve que c'est magique, quoi. C'est magique et puis voilà. Après le mariage, je t'avoue que j'avais plus du tout d'énergie, mais j'étais quand même heureuse, quoi. T'aimes ça, être enceinte? Ouais, j'aime bien. J'aime bien sans plus, mais ouais, j'aime bien. Je suis bien. J'aime bien sentir les coups de mes bébés. J'aime bien découvrir bah, le sexe du bébé, voir les premiers moments. Être enceinte en soi, j'ai pas de gros désagréments. J'ai eu des petites nausées. J'ai pas souffert de beaucoup de choses au final. J'ai des contractions tôt. J'arrête le travail tôt parce que bah, je fais mine de rien un travail qui est assez physique. Je peux pas continuer parce que voilà, j'ai des contractions mais pas douloureuses, tu vois. Donc franchement, ça va. Je le vis pas mal, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est mieux parce que quand même, ça dure 9 mois et quand on n'aime pas ça, c'est Ouais, long, hein. ouais, c'est clair. Franchement, cette première grossesse, elle était voilà, elle était pas, voilà, c'était pas l'idéal, mais c'était bien. Et vous aviez un projet de naissance particulier ou vous preniez les choses comme elles arrivaient? Alors, mon projet de naissance particulier, c'était la péridurale. J'avais trop peur de souffrir et c'était juste ça. Moi, je voulais arriver, parce que j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui préfèrent rester à la maison le plus longtemps possible pour gérer à la maison. Non, moi, mon objectif, c'est d'aller à l'hôpital. Je me sens en sécurité et je veux juste ne pas souffrir et j'ai pas plus de désir que ça. Et comment se passe ton accouchement au final? Alors, on est arrivé le 31 décembre. Et on se dit 31 ou 1er janvier, c'est pas ouf comme date de naissance, mais bon, Ton de toute terme, façon, c'est quand? c'était le 23 janvier. OK. Donc j'avais encore le temps. J'avais des contractions pas douloureuses, mais je voyais mon ventre qui prenait des formes très bizarres. Ce 31 décembre, on était tous les deux tranquilles devant un bon film, un bon repas et je sais pas, à un moment donné, ouais, mon ventre il fait des contractions qui déforment le ventre à 5 minutes d'intervalle pendant peut-être 20 minutes. Non, plus, peut-être pendant 1 heure. On se regarde un peu. Comment dire? Non, ça va. Non. On a eu un peu la flip quand même à ce moment-là. On s'est dit, tiens, bon. Et ça s'arrête. Et ça s'arrête. Et jusqu'au lendemain, donc la journée se passe normalement, le 1er janvier. Et je crois que c'est vers 21 h, on se pose dans le lit, on regarde des photos sur nos téléphones. Et puis, je sais pas, je sens un truc qui coule. Je fais, bon, je vais aux toilettes, ça doit être des pertes, rien de grave. Et là, je dis à mon mari, je crois que je fais pipi sans le vouloir. Et là, je mets une serviette hygiénique et force est de constater que je suis en train de fissurer la poche des os parce qu'elle se remplit et que voilà, il y a un truc qui se passe. Du coup, je fais à mon mec, prépare des pâtes. J'ai vu qu'il fallait manger des pâtes. Et puis, je sais pas, c'est à ce moment-là, j'avais fait la valise de grossesse, mais dans ma tête, il faut que je prenne un autre sac. Alors, je retransfère tout. Dans la panique, tu sais, on aurait dit un Sims devant un incendie, là. Je cours partout. Je vois. Je me cogne, je me fais un énorme bleu dans le dos, bref. Oh merde! Et bon, finalement, je retransfère tout le contenu de la valise dans un autre sac, le truc complètement débile. Et donc, 1 heure après, donc on a mangé, on s'est douché, j'ai laissé mes alliances, ma bague de fiançailles et mon alliance à la maison parce que, je sais pas, le truc, tu sais, t'as des détails très bêtes. Tu te dis, il faut que je mette ça à l'abri, il faut que je fasse ça ou quoi, enfin des trucs Bah, rien que complètement changer de idiots. sac alors que Oui, non, j'ai pas compris. Et de retransférer après alors que tout était bien, je sais pas. Même maintenant, je ne comprends pas trop le truc, mais bon, c'est marrant sur le coup de s'en souvenir. Et, euh, et on part à la maternité. Là, on me dit effectivement, c'est bien la poche des os. Et pour le moment, j'ai rien du tout. Donc, j'ai pas de contraction, pas de douleur, ni rien. On nous monte en chambre. Et je crois que c'est à partir de minuit. Je commence à avoir des contractions et elles sont directes.
hyper forte. Ah ouais. J'étais même pas dilatée à rien du tout. J'étais fermée, quoi. Il y avait rien. Bref, et pendant, on va dire bien 4 heures, euh, je souffre le martyre. J'ai des contractions qui sont dans les reins, ce Ouf. qui fait qu'en fait, elles sont continues. Et Elles puis j'ai sont cru comprendre continues. que les contractions dans les reins, c'était particulièrement Ah, désagréable. c'est atroce, c'était atroce. Enfin, moi, j'ai trouvé ça atroce. Je souffrais le martyre, je hurlais. Alors, il faut savoir que dans ma maternité, quand tu es hospitalisé, tu es dans l'étage en fait où les mamans elles viennent d'avoir leur petit bébé. Ce qui fait que je me suis dit, j'ai dû hurler toute la nuit à côté de maman qui venait d'accoucher et qui devait être en train de me maudire parce qu'elles elles-mêmes ne devaient pas dormir avec leur bébé. Ou de Et compatir parce qu'elle venait de vivre ça. peut-être, c'est vrai, mais comme le cerveau a tendance à penser à des choses pessimistes, je pensais plutôt au fait qu'elle devait me maudire. Effectivement, ouais, j'avais super mal. Et dans mon hôpital, ben, comme dans beaucoup d'hôpitaux, en fait, ben, il y a tellement peu de sages-femmes que moi, elles venaient pas me voir beaucoup, quoi. Donc, j'ai pas eu énormément de visites à part à un moment où je leur disais que c'était pas possible de me laisser souffrir comme ça. Et c'était à 4 heures du matin, j'étais à peine à 2, quelque chose comme ça. Et, euh, et on m'a donné, en fait, dans ma perfusion, parce que j'avais une perfusion pour les antibiotiques, vu que j'avais fissuré la poche des os. Il me semble que c'est pour ça que j'avais cette perfusion. On m'avait donné de l'Atarax, qui est en fait un anxiolytique. Et ça, je l'ai su qu'après. Et ça a eu pour but de me faire taire, en gros. Je disais plus rien, je souffrais de martyre, mais on m'entendait plus du tout. Même mon mari me parlait, il me faisait les points de compression sur les mains pour dévier la douleur, mais j'arrivais plus à lui parler tellement j'étais shootée en fait. Ah ouais? Mais ils t'ont Ouais, expliqué après? non, non, ni après, ni avant. En fait, c'est moi, quand j'ai vu le nom du médicament sur la perf. J'ai vu Atarax et c'est après que j'ai cherché et j'ai vu que c'était un anxiolytique. J'étais pas très contente de savoir ça, mais au final, je me dis, Tu m'étonnes. bon, ça m'a quand même apaisée moralement dans le sens où bon, je souffrais quand même, mais je sais pas, j'étais tellement dans le gaz que ça allait. C'est mon mari, il a trouvé ça un peu difficile parce que du coup, je lui répondais plus. Je lui parlais plus, j'étais Mmh. dans ma tête, j'étais dans ma bulle et lui, il faisait juste les points de pression et voilà, j'étais à des contractions qui étaient hyper rapprochées et jusqu'à peut-être 7 heures du matin, quelque chose comme ça où ils finissent par venir me voir pour me faire un monito, pour voir où j'en étais. J'étais peut-être à 4, quelque chose comme ça. On me dit, ah bah vous êtes bien à 4, hein, on va descendre en salle de naissance pour la péridurale. Waouh, quel soulagement! Enfin! Et là, et je me souviens la sage-femme qui fait, alors, est-ce que vous voulez marcher ou est-ce que vous voulez être sur un fauteuil roulant? Je l'ai regardé, j'ai dû avoir la tête de la fille qui dit, marcher. Marcher de quoi? Bah non, le fauteuil, madame. Marcher, non. C'est pas possible. On prend l'ascenseur, on m'installe en salle de naissance et en fait, de descendre l'ascenseur, ça m'a dilaté jusqu'à 6 en fait. J'ai gagné 2 centimètres juste en descendant 2 étages. Efficace l'ascenseur. Franchement, franchement pas mal. Et donc de fil en aiguille, bon le temps que oh aiguille, j'ai fait un jeu de mots pour la péridurale, magnifique. Euh, De fil en aiguille de péridurale, on installe la péridurale après, le temps que tout le monde s'installe, que l'anesthésiste vienne, et là c'est la délivrance. C'est magnifique, ça marche quasiment instantanément, quoi. En un quart d'heure, je me sens. C'est pas que je sens plus rien parce que je sens quand même que ça contracte, mais je n'ai plus ces grosses douleurs dans les reins. Je peux enfin reparler à mon mec. Et surtout, petite anecdote, c'est que du moment où on est arrivé à l'hôpital, en fait, on a 2 conversations WhatsApp, une avec sa famille, une avec la mienne. Et pendant toute la nuit, en fait, on envoie des messages sur WhatsApp et toute la nuit, toute la famille se relaie en disant alors, comment ça va? Et c'est vraiment un live, quoi. Et j'en garde un souvenir vraiment impérissable où voilà, il y avait les oncles et tantes de mes filles qui papotaient, qui se relayaient la nuit pour avoir des nouvelles, pour m'encourager, etc. Et c'était vraiment Chouette. génial. Ouais, c'était vraiment Mmh. super. Moi, on n'est vraiment pas de la team, on garde des choses pour nous. On est vraiment, voilà,
on parle beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, quand j'ai la péridurale, je peux enfin reprendre mon téléphone et continuer à discuter avec ma famille pour me changer les idées. Je vois au monito que j'ai toujours des contractions. Et puis, arrivé vers 11-12 heures, ma fille, donc je suis à dilatation complète, on attend qu'elle descende dans le bassin. Et, voilà, à midi, la sage-femme me dit, bon, bah, on va voir comment ça donne, ce que vous arrivez à faire pour pousser. Alors j'essaie de pousser, ça donne pas grand-chose. Donc elle me dit, bah, on va attendre encore un peu. Et je sens une pression en bas qui me fait mal, mais j'arrive à gérer en respirant. C'est assez gérable comparé à ce que j'ai vécu auparavant, toutes ces heures d'horrible souffrance. Et arrivé vers 13 heures, on se met à la pousser. La poussée va durer 20 minutes. La sage-femme est un peu en mode douce, mais un peu agressive, dans le sens où elle me dit c'est bien, vous poussez bien, mais c'est franchement pas terrible. Elle fait un compliment qui n'en est pas un. Elle fait va peut-être falloir s'y mettre vraiment. J'avais envie de dire moi, par contre, j'y suis vraiment. Moi, je donne tout, là, je pousse. Mes cours de préparation à la naissance m'ont absolument pas aidé, soyons clairs. Je me rends compte à ce moment-là, je ne sais pas pousser, je ne sais pas exactement comment se passe un accouchement. Je savais pas, moi, que la sage-femme allait assouplir le col, qu'elle allait mettre du savon, qu'elle allait... Enfin, je découvre un monde extraordinaire et au milieu, la sage-femme qui me dit c'est bien, mais c'est de la merde. Ok, bon, je vais m'y remettre, c'est ça. Mon mec m'aide jusqu'au bout en essayant de me dire alors, je pense qu'il faut que tu fasses ça, comme ça. Oui, d'accord. De toute façon, il était aussi avancé que moi niveau accouchement, donc au final, voilà. Et ouais, vers la fin, dans le reflet des lunettes de la sage-femme, je la vois qui dégaine le ciseau. Paf, épisiotomie, en un quart de seconde, c'était fait. Elle t'a pas prévenu? Non, elle m'a pas prévenue. Bon, ceci dit, j'étais sous péridurale, donc je pense que si j'avais pas eu la péridurale, j'aurais bien aimé un petit avertissement, mais là, je l'ai vu, je l'ai vu dans le reflet de ses lunettes, je l'ai vu faire. Et du coup, dans la foulée, mon bébé sort. Ma petite fille sort, on me la met directement sur le ventre. Elle pleure pas, mais elle est tranquille, quoi, posée. Et voilà, c'est fini. Plus de douleur. J'ai mon petit bébé sur moi. Et alors c'est drôle parce qu'elle est restée en fait. Moi je voyais son visage. Et pendant 2 heures en fait, mon mec a pas osé passer de l'autre côté du lit parce qu'il y avait plein de branchements, etc. Et il a pas vu son visage pendant 2 heures. Il osait pas. Et j'ai trouvé ça mi-drôle, mi-couillon. Mais on était tellement sous l'effet des hormones, sous l'effet on était là, qu'elle est petite, etc. Mais voilà, il a pas... Voilà, il a passé 1 heure comme ça. 2 heures peut-être. Désolée, mais je trouve ça drôle. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça drôle et je lui disais, mais passe de l'autre côté. Il fait, mais oui, mais non. Et je pense, avec du recul, je pense qu'il voulait pas faire le tour parce que devait y avoir tout ce qu'il y a sur le sol d'une salle de naissance, en fait, qui n'avait pas dû être nettoyé. Avec le recul, je me dis, ça se trouve, en fait, il a peut-être pas voulu traverser le champ de bataille. Donc voilà, on la découvre et c'est drôle parce que je l'ai sur moi et je la sens et je dis mais elle sent bon. Elle sent bon et je me fais la réflexion, je dis elle sent comme un bol de lait frais, comme un petit chaton qui serait tombé dans le bol de lait et je sais pas, je me suis fait cette réflexion, c'était drôle, un petit bol de céréales au petit matin. Enfin bon, c'était mignon. Voilà, on la découvrait quoi. Et est-ce que toi, tu as ressenti la vague d'amour dont beaucoup de gens parlent? Non, moi j'ai pas eu d'émotions qui m'ont fait pleurer. En fait, quand je l'ai eu sur moi, je lui ai dit c'est donc toi. C'est toi. Je sais pas, je l'ai reconnu. Je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que je la connaissais déjà. Donc la vague d'amour, au final, je l'avais eu au test et aux échographies quand on voyait ses petits bras qui bougeaient. Et je l'ai pas, non, je l'ai pas eu à ce moment-là. Même mon mari non plus, je crois pas.
Et par contre, j'ai ressenti une grosse émotion quand il est parti avec elle pour lui faire les premiers soins avec la sage-femme. Et j'ai entendu son poids, elle faisait 2,830 kg. Et pour moi, c'était trop petit. C'était trop petit. Et là, j'ai ressenti vraiment une grosse vague d'émotion en me disant oh, elle est si petite. Mais pas, c'était pas le ah là là, c'est ma fille. Non, j'ai pas ressenti ça, moi. C'était de l'inquiétude? Ouais, de la grosse inquiétude et de me dire elle est fragile. Mmh. Elle est trop fragile et de joie, c'est peut-être un petit peu mêlé à de la joie, mais c'était pas le gros déferlement Ouais. dont on parle. Non, non, non. Et alors, comment se passent les premiers mois avec ta choupette? Alors, le premier mois, c'était l'enfer. C'était l'enfer dans le sens où, alors je l'ai allaitée et donc elle prenait très bien le sein, mais elle se réveillait toutes les 45 minutes la nuit. Oh. C'était l'enfer. C'était l'enfer. En fait, et c'était d'autant plus l'enfer que je devais attendre qu'elle soit bien endormie pour la poser. Donc, elle tétait pendant peut-être 10 minutes. Elle a jamais beaucoup tété, enfin, tété très longtemps. J'attendais 15-20 minutes qu'elle soit dans un sommeil profond pour la poser. Ce qui ne me laissait approximativement que 20 minutes de sommeil, quelque chose comme ça. Et se réveiller. Et au bout de 2 semaines, j'étais au bout du rouleau. Je passais mes nuits en fait à chercher des infos sur l'allaitement parce que pour moi c'était le problème, c'était l'allaitement. Ah ouais? Je me disais c'est pas normal je me disais c'est pas normal qu'elle tète autant. Elle se réveille pour téter, elle se rendort en tétant donc c'est qu'elle a besoin. Et je me disais c'est pas normal. Je lis des trucs sur internet qui disent qu'un gamin, un bébé à cet âge-là, ça tète toutes les 2 heures, voire 3 heures. Enfin j'ai un tas d'informations qui ne vont pas en mon sens et je me dis il y a un problème et à chaque fois mon mec il me dit mais si tu veux tu arrêtes et moi je lui disais ouais je vais arrêter et je le faisais jamais. Il y avait un truc et lui il avait pas forcément envie que j'arrête hein, mais il me disait si c'est pour te mettre dans des états pareils faut arrêter quoi. Si c'est le problème de l'allaitement t'arrêtes, on passe au biberon et puis voilà c'est pas grave. Mais je sais pas, d'un truc dans ma tête qui me disait c'est peut-être pas ça en fait. Et donc ça, couplé au fait qu'elle avait des coliques atroces. Elle avait super mal au ventre. Moi, je l'allaitais et lui, la nuit, il se levait pour lui faire des massages, pour essayer de la soulager, quoi. Et du coup, on a passé un mois terrible. La fatigue, elle était super dure. Je dormais sur place. J'avais des hypoglycémies, des vertiges et tout. Enfin, c'était pas terrible. Et au bout d'un mois, je me dis, bon, je vais aller voir mon ostéo. Elle m'a toujours bien aidée. Et puis, c'est pour son ventre, à la base, que j'y suis allée. J'ai lu sur Internet que l'ostéo pouvait aider sur les coliques. Et en fait, l'ostéo me dit, ben, votre fille, en fait, elle a un torticolis. Elle est bloquée. Elle a la tête qui dévie. C'est pas étonnant qu'elle se réveille toutes les 45 minutes parce qu'en fait, elle est bloquée. Effectivement, j'avais remarqué qu'elle tournait la tête que d'un côté, mais avec la fatigue, j'avais pas fait du tout le rapprochement. Puis moi, je savais pas Ouais. que les bébés ils pouvaient avoir un torticolis. Enfin, j'étais Ouais, c'est pas une noob. on n'en parle pas. Je débutais. Ben oui, on n'en parle pas. Ben non. Et alors, ça fait partie de la longue liste de choses dont on parle pas. Hein. Et donc, du coup, pendant 3 à 4 semaines, l'ostéo la voit à raison d'une fois par semaine, je crois, et elle la débloque. Et à partir de là, les plages de sommeil, miraculeusement, commencent à s'allonger. Elles passent d'abord à 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et donc, ça a signé quand même la fin des gros, gros problèmes. Jusqu'à 3 mois, elle a continué à faire des coliques, mais ça allait de mieux en mieux chaque jour. Et donc, c'est vraiment à partir de 4 mois où c'est devenu un peu plus sympa, quoi. Vous avez dû revivre. Oui, oui, après, ça s'est fait assez progressivement. Ouais. Elle a fait des nuits. J'aime bien parce que les gens vont me maudire, puis ensuite ils vont compatir. Elle a fait sa première nuit à 3 mois, et c'était la dernière. Et après, nous saluons la régression du sommeil, etc. Et tout ce qui s'ensuit, les dents, magnifique. Vous sortez la tête de l'eau vers 3 mois. Toi, comment tu as vécu, psychologiquement tout ça?
Alors moi, c'est surtout le premier mois que j'ai très très mal vécu. Deuxième mois, c'était dur, mais je recommençais à voir des gens, etc. Après, troisième mois, c'était confinement. Mais je l'ai pas trop mal vécu. Euh, Dur, mais ça allait. Parce qu'en fait, on avait un bébé qui était... alors certes, elle avait des gros pleurs de douleur à cause des coliques et des dents, mais au final, elle était posée. On pouvait la poser dans son transat à partir de peut-être 2-3 mois. Après, il y a les sourires qui arrivent, etc. C'était un bébé très expressif et du coup, on a passé des bons moments. C'était coup-ci, coup-ça, quoi, Ouais. le quatrième trimestre, voilà. Et la première année, de manière générale, elle se passe. Ah, du coup, après ces Alors, 3 premiers mois. ah, génial. La première année, nous, on est en émerveillement constant devant elle. C'est difficile parce qu'au final, on dort mal. Les nuits sont catastrophiques par moment. Elle fait des insomnies, elle dort mal. Mais nous, on est gaga. À partir de ces 7 mois, je crois, on fait du full cododo parce que elle veut plus dormir dans son lit. Puis j'avoue qu'on fait pas tellement d'efforts pour faire du sleep training. On n'est pas, on préfère privilégier notre sommeil. On n'a pas ce courage-là. Et du coup, elle dort entre nous pendant longtemps. Et on a adoré. On a adoré tous les jours, tous les ans, on se couche en lui disant qu'elle est la huitième merveille du monde, ou la neuvième, je sais plus, il y en a combien, huitième, neuvième, je sais pas. Bref, qu'elle est fantastique, je sais pas. La culture en carton. et non, on adore, on la voit qui évolue, on la voit qui grandit, et vraiment tous les jours, on se dit, oh, elle est géniale, on est chanceux. On est chanceux. Cette année, on la vit merveilleusement bien, alors que pour beaucoup de personnes, c'est la pire année de leur vie, 2020. Nous, c'est la meilleure. Les paillettes. C'est ça, les paillettes, les bisounours, les cotillons. Yeah. Trop chouette. Et du coup, ça Ouais. vous a donné envie d'en faire un deuxième? En fait, on s'est dit, tant qu'à faire de pas dormir, autant en lancer un autre parce qu'on voulait pas beaucoup d'écart entre les enfants et surtout on s'est dit si on attend trop longtemps en fait qu'elle fasse des nuits si on retrouve des nuits comme on commençait à en retrouver vers 10-11 mois, même si c'était pas sensationnel, c'était quand même pas mal, ça va être trop dur. On s'est dit que ça allait être trop dur de retrouver un nourrisson et voilà. Mais on avait quand même le projet d'avoir des enfants très rapprochés. Moi, mon mari, il vient d'une famille de 4 enfants et ils sont très proches en âge. 4 enfants en 5 ans, ma belle-mère. Donc Waouh. voilà, voilà. Respect. Oui. Ouais, gros respect. Moi-même, j'ai pas beaucoup d'écart avec mon frère, donc voilà, c'était un souhait de tous les deux d'avoir que très peu d'écart. Donc on relance les essais au moment où j'ai mon retour de couche, parce qu'en fait, comme j'ai allaité ma fille pendant 11 mois, j'ai mon retour de couche qu'à partir de ces 8 mois, donc vers août quelque chose, Mais je t'as de crois, la ou chance, parce septembre. que sache qu'il y en a qui Oui, sont arnaqués. Moi, j'ai eu mon retour de couche à ah, 3 mois, alors que j'ai et allaité c'est 11 mois dégueulasse. pareil. Voilà, c'est pas juste. Et j'avoue que j'ai de la chance. J'ai franchement de la chance. Ouais, je me rends compte que j'ai de la chance parce que là, pour le coup, c'était top. Et du coup, on a relancé direct. Les fous furieux, je t'ai dit, incapable d'attendre. On s'est dit, on lance, on calcule pas quoi que ce soit. Et cette fois-ci, je tombe enceinte en 3-4 mois, quelque chose comme ça. Au bout du Beaucoup plus troisième rapide. mois. Ah ouais, beaucoup plus rapide. Va savoir pourquoi. Si, peut-être parce que je sens beaucoup plus facilement mon ovulation. J'ai l'impression de la sentir, de savoir quand est-ce qu'elle est là, parce que moi, j'ai pas des cycles très réguliers. Du coup, forcément, ça fait que je sais pas quand tombe mon ovulation. Et là, depuis que j'ai eu ma première fille, je la sentais. Donc peut-être que ça a aidé à tomber enceinte plus facilement. Je sais pas. Et donc je tombe enceinte en novembre 2020. Ouais, c'est ça. Donc, ta première fille, à quel âge? Elle a 10 mois. Elle a Oui, 10 du mois. coup, vu qu'elle est de janvier, du 2 Et janvier, oui, c'est facile effectivement, à compter. c'est facile à compter. C'est facile à J'avais compter. Elle a oublié. 10 mois. En novembre, elle a 10 mois, ouais, à peu près. Et Et, cette fois, et voilà. et alors,
J'allais te poser la question sur, comment se passe la grossesse, mais du coup, cette fois, est-ce que tu as attendu ton mari avant de faire le test? Oui, oui, je l'ai attendu. Je l'ai même fait, un matin où il était en train de changer, ma première fille et je l'ai fait dans la foulée. On l'a découvert tous les 3. Je pense pas que ma première fille ait bien compris, la teneur de ce truc. Mais ouais, je l'ai fait et parce qu'en fait, il faut savoir que, j'ai eu mes règles. J'ai eu mes règles, je me suis dit: «Merde, c'est foutu» et le lendemain, plus de règles. Mais j'avais vraiment des règles, comme d'habitude quoi, Ouais, comme hein, un premier jour de règles. ouais, 1er jour de règles, toute la journée, des règles, des règles, des règles. Le lendemain, plus rien. Heu, OK, pourquoi Ça pas? fait court quand même. Ça fait, c'est un peu léger puis c'est chelou quand même, ça m'arrive jamais ce genre de truc. Le lendemain, plus rien. Je fais: «C'est quand même bizarre» et du coup le jour d'après, je fais le test et il était bien marqué Ah ouais, et direct? voilà donc ouais direct, il a foncé, avant même, le temps imparti. Donc du coup, ouais, c'était assez clair et on était tous les 3, voilà, on était contents, on s'est embrassés, c'était super. De le découvrir à 3, c'était encore mieux. Ah, c'est mignon, enfin Ouais c'est et puis de toute façon, entre-temps, mon mari est passé en full télétravail, donc il ne pouvait que être là. il avait plus 2 heures de route, Ouais, heureusement. il avait plus 4 heures de route dans la journée, donc il bougeait plus. Et alors donc finalement, ma fameuse question, comment se passe cette grossesse-là? Ah bah, alors pas du tout pareil que la première. Non pas que j'ai des symptômes, de fou, je commence comme la première, pas beaucoup de symptômes, des petites nausées et cetera. Mais en fait, au niveau, du praticien que j'allais voir, le gynécologue, qui était le même que pour ma première fille, bah, je sais pas, il a été alarmiste dès le début. Donc je le vois, vers 5-6 semaines et il me dit: «Bah, je vois la poche, je vois l'embryon, mais il y a pas de cœur, pour le moment». Ah Je dis: oui. «C'est normal», voilà. Donc du coup, je fais: «OK». Bon, je m'inquiète pas plus que ça parce que je sais que j'ai des cycles un peu irréguliers donc Ah oui, c'était trop tôt? ouais, je pense que c'était trop tôt. On voyait OK. pas, mais pour lui, il me disait: «Bon, OK, on se voit dans 2 semaines». Et la semaine d'après, il me dit: «Il est petit, il est plus petit que prévu» et en gros, en fait, c'est juste que, bah, j'ai eu, certainement une ovulation tardive par rapport à ce qui était calculé. En fait, et il l'a calculé, 5 jours plus tard, en fait, 5 jours de retard, en gros, sur l'ovulation. Donc forcément, l'embryon était plus petit que prévu. Donc déjà ça mettait pas en bonne condition, surtout que le praticien était pas forcément très agréable, donc au niveau, compassion ou délicatesse, c'était pas ça. Mmh. Donc je sors de là et puis en plus, il me dit on était peut-être à 15 jours de Noël et il me dit, «Bon, ne prenez pas la voiture», j'avais pas de saignement, hein, «Ne prenez pas la voiture, faites pas de gros trajets, vous en voudriez toute votre vie si vous perdez votre enfant». Moi j'étais là: Oh! «Mais pourquoi tu me dis ça toi?» Tu OK. Puis alors moi j'ai tendance à être un peu trop gentille donc je lui dis: «Oui, oui» et en sortant j'appelle mon mec en me disant: «Mais c'est quoi ce con là qui me dit ça franchement?» Il y a pas, voilà, il y a pas mort d'homme, je vois pas le problème, le bébé il est, bah, voilà, même s'il est plus petit, il est pas plus petit de 2 semaines quoi, c'est 5 jours, c'est possible, c'est normal Oui, surtout qu'à et ce moment-là de la grossesse, il me semble, ce serait à vérifier, mais que ma sage-femme, moi, m'avait dit que les échos de datation, c'était à plus ou moins 1 semaine. oui voilà, donc c'est le truc vraiment pas, bah, pour ma première fille, elle, c'était 5 jours mais dans l'autre sens et voilà, Ouais. ça inquiétait personne, enfin bon, bref, je suis partie puis j'appelle mes parents pour leur dire: «Bah, Noël, cette année, vous me verrez pas non plus cette année» puisque l'an dernier je précise que j'étais enceinte de 9 mois donc j'avais toujours Ouais. pas pu aller voir mes parents. Donc cette année non plus et puis moi j'étais stressée et en fait ça a été du stress pendant toute la grossesse. Parce qu'il y a eu donc ça et ensuite il y a l'échographie, la T1 là où on doit faire, la prise de sang pour la trisomie 21, qui revient donc la trisomie 21 nickel, mais les autres indicateurs, bon, inquiétants. Pourtant les mesures sont bonnes, le bébé est en bonne santé, effectivement elle est datée de 5 jours, de retard, mais bon, rien d'alarmant et donc ce courrier arrive et j'ai des indicateurs, donc c'est ceux qui vont, dire qu'il y a des risques pour la trisomie, 13 et 18 je crois. Les Tu données sais quel sont c'est pas bonnes. tu sais ce que c'est comme indicateur? Enfin, Je me que souviens plus, je me souviens plus comment ça s'appelle. non, mais ça mesure quoi?
Et en fait, c'est des statistiques pour Ah, savoir s'il y a des risques en fait d'avoir un bébé porteur de la trisomie 13 ou trisomie 18, qui sont oui, des, mais pour le coup, oui, dis-moi. je reformule ma question. Oui. Euh, j'essaie de la formuler autrement. Euh, Qu'est-ce qui est mesuré et qui fait que les résultats sont pas bons en fait? Qu'est-ce qui donne ces mauvais Je sais résultats? pas. Tu Je sais sais pas. pas? On m'a jamais expliqué en fait. On m'a juste dit Ok. qu'il y avait des indicateurs qui étaient mauvais. Et du coup, pour le coup, la trisomie 21, c'est tu peux avoir un enfant en relativement bonne santé. Il peut avoir une bonne espérance de vie, etc. Trisomie 13 et 18, c'est s'il meurt pas in utero, c'est un bébé avec de lourds handicaps qui peut mourir Hmm. soit dans son jeune âge ou possiblement après. Donc autant te dire que le stress on grimpe d'un coup. Encore une Ouais. fois, je dois faire le DPNI, donc c'est le dépistage, c'est une prise de sang pour savoir si effectivement il y a quelque chose. Et en fait, ça met peut-être 15 jours, je crois, à arriver les résultats. 15 jours ou 3 semaines. Donc autant te dire que tu as le temps de stresser. Oui, j'imagine. Voilà, et donc finalement les résultats reviennent nickel, pas de problème, tout va bien. Donc on peut souffler. Et finalement, bah non, je peux pas souffler parce que je suis essoufflée justement pendant bien 2 mois. Je travaille encore à ce moment-là, je suis à 4 mois, quelque chose comme ça. Je suis essoufflée. Je j'arrive plus à marcher sans étouffer. En fait, il s'avère que je suis en grosse anémie. Ma ferritine est au plus bas. Mais ça n'empêche pas les médecins de s'inquiéter de savoir si je fais pas une embolie pulmonaire. Parce Oh! que, voilà, à ma prise de sang, les indicateurs, et là pareil, je ne sais pas comment s'appelle cet indicateur, ça a un nom. Dans la prise de sang, les dosages, en fait, te disent que tu peux peut-être faire une embolie pulmonaire. Sauf que les dosages en laboratoire pour les femmes enceintes et pour les gens, disons, pas enceintes, bah, c'est différent. Sauf que eux, ils font pas la différence. Et ils se mettent à stresser. Le médecin se met à stresser, me fait passer une scintigraphie, je crois, des poumons. C'est Ça ça. consiste en quoi? Eh ben, tu vas passer c'est une espèce de scanner, je crois. On t'injecte un produit de contraste pour voir si tes poumons sont bons, quoi. Enfin, s'il n'y a pas un souci. Du coup, moi, j'en veux un peu au médecin de m'avoir fait peur comme ça, alors qu'au final, ça reposait sur des données un peu bah, fragiles, quoi. Donc, voilà, toute cette peur pour rien. Euh, voilà, on arrive là. Et donc, pour continuer, on arrive au moment de la T2, donc l'échographie où on va mesurer un petit peu bah, tout pour voir s'il y a une bonne croissance. Et là, bon, l'échographe me dit elle est un peu petite. Donc, il faudrait faire une visite de contrôle dans 2 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Un mois. Coucou le stress qui revient, La histoire vache. de... Ouais, Enchaîne, hein. c'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur, même si moi, je me sentais pas forcément mal. Parce que j'étais quand même pas. Bon, j'avais été arrêtée, hein, comme la précédente grossesse, vers 4 mois, 4-5 mois, quelque chose comme ça. J'étais fatiguée, que l'ambiance au travail, c'était pas terrible avec les masques, le stress des contagions, etc. Et du coup, bah là encore, voilà. Je suis arrêtée, mais il y a un souci au niveau de la croissance. Elle est un peu petite. Et puis bon, elle était pas non plus. Elle était quoi, je crois, au 14e percentile. C'est pas dramatique, quoi. Sur certaines données, en tout cas. Et donc, voilà, il fallait regarder si elle grossissait bien. Et je crois que c'était la dernière inquiétude qui a été levée un mois après, parce qu'au final, elle grossissait bien, donc il n'y avait pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, tu as réussi un petit peu à souffler et à profiter de ta grossesse? Oui, quand même, ouais, quand même. Après, bon, bah, j'étais tranquille à la maison pour ma fille, elle continue à aller à la nounou parce que j'avais pas envie bah, déjà de m'occuper d'un toddler qui marchait et qui demandait beaucoup d'énergie. C'était compliqué arriver à ce stade de grossesse, 7-8 mois. Et surtout, bah, j'avais pas envie de la couper niveau social. Socialement parlant, quoi, de sa nounou, de ses copains de nounou, etc. J'avais pas envie qu'elle reste confinée avec moi pendant encore 2 mois, quoi. Donc moi, j'étais à la maison, je nidifiais tranquillement, je faisais plein de ménage, etc. Je me reposais beaucoup. Ouais, j'ai quand même pu profiter pas mal à ce moment-là.
2 mois sur 9, ça fait pas beaucoup quand même. Non, ça fait pas beaucoup. Mais heureusement, j'avais pas des gros symptômes non plus avant, Ouais. à part l'essoufflement qui était franchement embêtant. Mais ça restait quand même vivable. C'est surtout l'angoisse, en fait, qui était difficile. On a Mmh. un peu accusé le coup moralement, quoi. Même si on tenait, parce il y avait la première de qui il fallait s'occuper. Mais avec mon mari, ouais, on était un peu tout le temps stressés. Ouais. Ouais, c'était pas évident. Et alors, donc forcément, il y a un moment, il va falloir que tu accouches. Ah là 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 là. Et comment tu te projettes cette fois, dans ton accouchement? T'appréhendes vu ce qui s'était passé la Alors, première fois ou pas du oui, tout? oui, oui. Ouais, ouais. Alors pendant tout le temps, de la grossesse, j'y pense pas. Je mets de côté, je me dis: «Ce sera un problème pour la Cécile du futur» arrivé vers la fin, je commence à angoisser. Je commence à angoisser parce que je me dis: «Je vais ressouffrir, ça c'est un fait. Je vais avoir des contractions dans le dos, c'est sûr, et certain. J'ai peur, que ça se déclenche trop vite, que j'ai pas le temps d'aller poser ma fille. J'ai peur, de pas avoir la péridurale. J'ai beaucoup de peur et j'angoisse. Ouais, à des moments, à la fin, je fais des crises d'angoisse parce que, régulièrement, parce que ça me fait peur. Ça me fait peur, je me dis, pareil, je parle à des copines qui sont à fond en se disant qu'elles tenteraient bien sans péridurale et pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. Je me dis, c'est pas possible, moi je meurs en fait, sinon. Elles sont courageuses. Moi, j'ai aucune résistance à la douleur, mais vraiment aucune. Donc, et depuis longtemps, hein, moi je suis douillette. Donc, moi, l'épilation des sourcils, c'est un supplice. Donc, si tu veux, accoucher, ouais, non, j'ai super peur. J'ai super peur à mesure que le temps passe. Et surtout, j'en ai marre à la fin. J'en Ouais, ai super marre. Je me dis, elle va jamais arriver. Je veux qu'elle soit là, mais pas passer par la case accouchement. Et devine quoi, bah, ça marche pas. non, T'es obligé. tu es T'es obligé obligé. d'accoucher. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Par Elle la est porte ou forcément par la obligée de fenêtre, mais sortir. tu es obligé d'accoucher. Exactement. C'est une bonne expression, ça. Ouais. C'est ça. Elle est forcément obligée de passer par quelque part, mais elle est obligée de venir, quoi. Donc, voilà. Non, ouais, j'étais très stressée. Mais dans ma tête, je me suis dit, Cécile, fais pas comme la dernière fois où j'étais restée très statique, allongée sur mon lit d'hôpital. Cette fois-ci, il faut que tu bouges. Parce que j'ai entendu dire que bouger et accompagner les contractions, ça faisait que tu avais moins mal. Je me suis pas plus préparée parce que j'ai pas fait de cours à l'accouchement ni rien. J'ai lu 2-3 livres, mais sans plus. Mais je sais qu'il fallait que je bouge. Donc je me Ouais, suis dit, au pire, quand ça arrivera, essaie de bouger. C'est la seule chose que je me suis dit. Après, je me suis dit, tu vas en chier. Tu vas pleurer ta mère et voilà. Et ça va ça être va bien se horrible. passer. Mais ça va bien se passer, mais ça va être horrible. Mon mec, il était là, mais non, tu vas gérer, ça va bien se passer. Oui, bah non, non, tu sais pas, non. Donc J'aimerais bon, bien t'y voir, toi. bah, c'est clair. Voilà. Et l'accouchement, le vrai, pas celui que tu Alors, projettes. ouais, alors le vrai, pendant peut-être 2-3 jours avant, j'ai un peu mal, mais sans plus, je sais que c'est pas du travail. Et surtout, tous les soirs, je vais me coucher en disant à mon mec, bon, bah, tout à l'heure, hein, on se voit dans la nuit, ça va se déclencher. Toutes les soirs, c'est ça. Et puis le soir, c'était quoi, 23 juillet, au soir, je fais, bon, bah, je vais me coucher. Et mon mec, il me dit, donc je dis à mon mec, bah, tout à l'heure, il fait, et on se voit à 2 heures du matin pour la perte des os. Je fais, ah, qu'il est con, qu'est-ce que c'est drôle. Et je vais me coucher à côté de ma fille, parce qu'on fait toujours du cododo. Oui, du Puisqu'elle n'a coup. pas de chambre de toute façon, on est en travaux, donc elle n'a pas de chambre, donc elle est toujours en train de faire du cododo. Je vais me coucher à côté de ma fille, et puis je m'endors. Et là, dans la nuit, oh, ça coule. Là, c'est pas juste la petite fissure du premier accouchement, ça coule. Je me lève, et là, splosh, par terre, ça coule sans discontinuer. Le bébé continue à dormir, parce qu'entre-temps, elle a développé un super sommeil profond. Pas sans réveil, mais très profond, elle m'entend pas. Et je regarde l'heure. Quelle heure est-il? Bah, 2 heures du matin. Ah génial! Mais alors, pile, hein. Pile, il aurait pas pu faire mieux. 2 Ah, heures c'est beau, pile c'est du beau. matin, c'est magnifique. Et En là, fait, ta fille t'a entendu. Enfin, grave. l'a entendu. Mais honnêtement, je pense elle l'a senti parce qu'avant de se coucher, elle commençait à s'endormir et puis elle s'est redressée. Elle dit le prénom de sa sœur en montrant le berceau et elle se rendort. Oh! Flippant. Et surtout, j'y repense après, je me dis,
punaise, elle Ah, c'est l'avait fou. prévu. Ouais, c'est fou, c'était assez fou. Mais moi, je pensais à ta deuxième fille, qu'elle a entendu son père dire Ah 2 non! heures, alors elle a dit 2 T'imagines? heures. Non, ouais. Et du coup, par le visio, parce qu'on a un visio dans la chambre, quand nous on est dans le salon et qu'elle dort dans la chambre, et je dis à mon mari, je prends la caméra et je me mets en face et je fais tu peux venir s'il te plaît? Donc il vient et puis il fait qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai perdu les os et ça continue. Ah, d'accord. Bon, alors. Là, alors on panique moins, je vais me doucher. La petite continue à dormir. On fait les affaires, on doit la poser chez sa nounou. Donc on embarque toutes ses peluches et on la réveille. On se dit ça va être horrible, elle va pleurer. Tu penses, elle était tellement dans le coltard qu'elle ne se réveille pas. Donc 1 heure après ma perte des os, je continue à perdre les os, hein. On va chez la nounou, on dépose la petite. La nounou qui fait bah ça va, vous avez l'air en forme. Je suis bah oui, je n'ai pas de contraction. J'ai aucune contraction. Mais comme j'ai super peur que ça se déclenche trop vite, on va directement à la mater. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, ce qui me fait stresser d'arriver pas assez vite, c'est que je suis la seule à conduire. Mon mari n'a pas le permis de conduire. Ce qui fait que Ah oui, si je dois aller à la maternité et que je peux pas conduire, c'est un peu la merda. La mierda, pardon. légèrement. Ah, c'est un peu le bordel. Et Et par du contre, tu as une coup, super nounou, qui te prend ta fille à oui, 2 heures du ah mat. ouais. Alors, de toute façon, ma nounou, je lui dresse un hôtel. Parce qu'elle m'a dit dès le début, si vous avez besoin, même la nuit, vous me l'amenez, il n'y a pas de problème. Et il s'avère Génial. qu'elle l'a gardé non seulement le jour de l'accouchement, qui était un samedi, et elle l'a gardé le lendemain, le dimanche. Elle l'a même Waouh, amené chez elle, elle devait aller chez des amis, elle l'a amené avec elle et tout. Enfin, moi, je lui fais une confiance aveugle. Elle est géniale. génial. Ouais, et elle a ouvert, elle me fait, mais elle l'avait déjà fait avec plein d'autres parents d'enfants qu'elle gardait pour les deuxièmes enfants. Elle l'a fait souvent, donc voilà, elle a l'habitude. Ouais, Et du mais coup, sympa, hein. ouais, très sympa. Et puis moi, ça, en fait, ça me rassurait parce qu'on vit plutôt loin de nos familles. Enfin, la famille de mon mec est à 1 heure, donc le temps de faire le trajet, moi, j'étais Ouais. assez stressée. Voilà, et moi, ma famille, n'en parlons pas, elle habite très très loin. Et du coup, bah, on s'est dit, elle a l'habitude de dormir chez une personne, à part nous, c'est chez sa nounou. Donc, qui de mieux C'est clair. qu'elle pour la faire dormir. Donc voilà, on dépose la petite, il est 3 heures du mat. Et on file à la maternité qui est à 10 minutes en voiture. Moi, je suis super contente parce que je conduis encore une fois, c'est moi qui nous conduis à la maternité. Je suis trop contente, je m'en fais une fierté, tranquillement. Et voilà, j'arrive à la maternité. Et c'est drôle parce que quand tu deviens maman d'un deuxième enfant, je sais pas, moi j'ai l'impression que tu upgrades, tu montes en grade à la maternité. Ils font ah, vous avez déjà un enfant, d'accord. Elle m'a pas fait le test pour savoir si j'avais perdu les os. Elle m'a Ah dit je oui? vous fais confiance. Ah Ouais. ouais? Elle m'a dit vous avez perdu les os, vous devez le savoir chez vous, vous inquiétez pas. Puis bon, de toute façon, elle a vu que je continue à perdre des os, donc ça risquait pas d'être une future urinaire. Ou alors c'est vraiment massif. Et du coup, ouais, elle m'a dit bon bah voilà, je vous monte en chambre. Et, et, et bah, pas de travail, pas de contraction, rien. Rien pendant des heures. Je les attendais, j'étais là, bon, bah rien quoi. Mon mec qui n'était pas couché pour le coup parce qu'il travaillait encore jusque tard, il n'avait pas encore commencé sa nuit, bah, il s'est mis par terre dans la chambre d'hôpital. Et il a dormi par terre. Je sais pas pourquoi il n'a pas eu le réflexe de demander un lit d'appoint. Mais il y avait pas de On fauteuil l'avait ni eu la rien? première fois. Il y avait un fauteuil, mais il voulait dormir couché. J'allais dire il Ah, voulait dormir correctement, mais qui dort correctement par terre? tu aurais pu Bah lui lui laisser ton apparemment. lit quand même. Ouais, c'est vrai quand même. Surtout que j'avais pas de contraction, donc Bah, quand même, tu hein, ces abuses, hein, femmes-là, franchement. c'est clair. Et puis j'avais ouais, j'avais des contractions par-ci par-là, mais alors c'était que dalle quoi. Et c'est vers 8 heures du match, je commence à avoir une contraction un peu costaud, donc je commence à gérer debout. Je m'étais dit je gère debout, donc je gère debout. Je m'adosse sur la table à langer qu'il y avait dans la chambre, et puis je souffle. Mais c'était vraiment tranquille, j'en avais une fois toutes les 10 minutes, puis après ça s'arrêtait pendant 20 minutes, rien. J'étais là, bon, pareil, on continue, on recommence à parler avec nos familles. Et ils nous disent, bon, bah ça va, ouais, ça va, ça se lance pas, bon, bah courage. Bon, ok. Et puis arrive 10 heures. À 10 heures, je commence à avoir des contractions éloignées de 7 minutes. Elles piquent un peu.
Mais franchement, vu ce que j'ai connu la première fois, c'était du pipi de chat. Vraiment. Et on m'avait ausculté en arrivant, j'étais à 2. Et depuis, on m'avait pas re-ausculté. Et à 11h, j'en enchaîne 3 espacés de 5 minutes. Et je sais pas, j'ai un instinct qui me dit, ça va pas se calmer. Et elles étaient vraiment très fortes. Et c'était pas dans le dos cette fois-ci, c'était bien dans le ventre, mais elles étaient vraiment très fortes. J'appuie sur le signal là pour appeler la sage-femme et je fais j'ai besoin de la péridurale. Là, ça fait vraiment très mal et je commence à hurler. Et la sage-femme, il fait bah, ça allait nous prévenir que vous aviez mal. Mais je n'avais pas mal. J'avais pas mal. Et là, elle me repose la question. Un fauteuil ou vous voulez descendre à pied? Mais bah non, le fauteuil, toujours. L'idée, putain, j'ai pas envie de descendre à pied, moi, je veux descendre en fauteuil, j'ai super mal, je commence à douiller ma mère, là. Et non, là, je commence à avoir très mal, c'est ça. En fait, à part les 3 premières qui étaient espacées de 5 minutes, ça se réduit à chaque fois. 3 minutes, 1 minute, je vois que ça se rapproche. Je commence à flipper. Et donc, on descend, et alors là, c'était vraiment comme un gag. On se perd dans les couloirs parce qu'elle a oublié de prendre son pass. Et il y a des portes qui sont verrouillées. Non. Et on attend, je te jure, on attend. J'avais mon mec qui tenait les affaires et on attendait comme des cons. Elle fait attendez, je vais chercher quelqu'un. J'avais envie de dire mais j'ai mal, j'ai très très mal. Je suis en plein milieu de l'hôpital. N'importe qui peut passer parce qu'il y a des consultations le samedi. N'importe qui peut me passer et me voir en train de douiller. Là, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, elle retrouve son pass et tout. Elle appelle l'anesthésiste dans la foulée. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça. L'anesthésiste arrive, il me pose la péridurale. Elle m'ausculte d'abord, elle me fait « Ah bah vous êtes à 6 ». Ah bah, pas mal, ouais. On voit que ça avance et je me dis bon 6. Je suis super soulagée, je me dis c'est génial, j'ai la péridurale, je suis à 6. Je vais encore ne pas trop souffrir, je suis soulagée. La péridurale est posée, on m'installe et genre 3 minutes après la pause, la sage-femme elle fait bon bah voilà, je reviens dans 10 minutes pour voir si ça fait bien effet. Et puis voilà. Elle sort 3 minutes. Et là, je hurle. Je dis ça pousse. Ça pousse. Ça faisait quoi 5 minutes, j'avais la péridurale. Ça pousse. Elle revient, elle regarde, elle fait oh, vous êtes à dilatation complète. Oh, purée. En gros, la pose de la péridurale a accéléré le travail, quoi. Et bien, je te dis que la péridurale n'a pas eu le temps de faire son effet. Puisque du moment où elle m'a posé la péridurale et au moment où ma fille est sortie, c'est passé un quart d'heure. Waouh. Voilà. J'ai poussé 10 minutes en disant elle va sortir, bordel. je disais je vais mourir. Et mon mec il me disait mais non, tu vas pas mourir. Les sages-femmes me disaient mais non, vous allez pas mourir. Et moi je leur disais ah si, ah si. Tellement j'avais mal, je criais, je reconnaissais même pas ma voix tellement c'était animal quoi. J'ai hurlé de douleur. J'ai jamais ressenti, enfin je peux te dire, j'ai jamais ressenti une douleur aussi atroce, mais je peux te le dire parce que je le sais, mais je me souviens plus. Je me souviens plus de la douleur, j'ai tout effacé. Je sais que j'ai souffert, mais je m'en souviens plus. Ouais, parce qu'on n'en referait pas d'autres après. Si on avait ça aussi franchement. Quoique je pense qu'il y a des filles qui ont une grosse mémoire de la douleur et qui pour autant refont après. Oui, bah comme d'hab, hein, ça dépend des gens, Ouais, j'ai l'impression. voilà, ça dépend des gens. Exactement, encore une fois. Et voilà, et elle sort. Et on me la pose sur moi. Elle pour le coup, elle crie. Hein. Comparé à ma première, elle hurle direct. On sent que ça lui plaît pas. Et je la vois et il y a déjà un truc qui nous marque. C'est qu'elle a la peau du front qui lui descend sur le nez. Et ça lui fait un air vraiment pas content. Et elle a un énorme angiome qui lui barre le front. Et mon mec, il stresse direct. Ah ouais? Moi, je suis dans la découverte de mon bébé. Pour le coup, c'est drôle parce qu'elle est orientée vers lui et moi, je la vois pas. Comme quoi, on a fait des accouchements en Une miroir. petite vengeance. Ouais, c'est ça. Je la vois pas exactement beaucoup, mais lui, il la voit, il la détaille et il voit déjà ce gros angiome. Donc direct, alors qu'elle est sur moi et qu'on me fait les soins, on sort le placenta, tout ça. Lui, direct, il va sur Internet. Ah ouais? C'est un grand stressé, ouais. Ouais. Il avait fait pareil pour ma première.
à chaque petit problème du bébé. Genre, il devait taper mon bébé fait des petits bruits de cochon en dormant, est-ce normal? Et il stressait. Et ouais, il a passé les 3 nuits de ma première à côté du berceau, assis à l'écouter respirer. Donc, c'est-à-dire le niveau de stress. Effectivement. Et là, il cherche. Il se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va partir? Parce que là, bien sûr, les sages-femmes sont en sous-effectif. Elles sont déjà plus avec nous. Une fois que je suis recousue parce que j'ai une petite éraillure, elles sont plus là. Elles s'occupent déjà de quelqu'un d'autre. Parce que c'était un soir d'orage et apparemment, les soirs d'orage, ça déclenche les accouchements. Plus que les soirs de pleine lune, apparemment. Ah ouais? Mais c'était aussi un soir de pleine lune. Mais elles nous disent, c'est pas la pleine lune qui provoque les accouchements, enfin, qui les déclenche, c'est l'orage. C'est les différences de pression atmosphérique. Bon, vous vous en doutez, fallait que je cherche. Et j'ai trouvé 2 études, enfin 2 résumés d'études. Je sais que c'est pas le meilleur, mais j'ai pas accès au reste, c'est payant. Et je vous aime beaucoup, mais vraiment, je tiens à rester en bon terme avec mon banquier. Donc, je le disais, j'ai trouvé 2 résumés d'études qui ont toutes les 2 étudié, merci Captain Obvious, les accouchements dans un CHU sur une année et qui ont toutes les 2 conclu que les données ne montrent pas d'incidence entre orage et rupture de la poche des os, parce que c'était ça qui était étudié. Il semblerait donc que ce soit à classer dans les mythes, à côté de l'influence de la pleine lune sur les accouchements. Évidemment, je vous mets les liens de ces 2 études dans la description. Allez, retour à l'épisode. D'ailleurs, elle est née sur un coup de tonnerre. Et franchement, ça va donner le ton de la suite de sa vie. Et donc, mon mari, lui, ça l'inquiète déjà. Et il a même aperçu quelque chose. Il a vu que quand elle pleurait, sa bouche, elle partait d'un côté. Elle était déviée. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai juste vu que mon bébé, il était chonchon. Elle était en colère. Ne serait-ce que par ses cris et par sa petite tête qui est toute renfrognée parce qu'elle devait être dans un coin de mon utérus, parce qu'elle a la même tête que, tu sais, les échos 3D, là, où on les voit bien en détail à la fin. Elle a la même tête renfrognée et elle est contre son placenta et je vois, ça lui a mis la peau toute sur son nez. Mais bon, moi, je sais pas, je suis dans le truc et moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer mon allaitement, de m'occuper de mon bébé et de voir quel numéro on a tiré. Je vois bien que c'est un numéro qui est pas content parce qu'elle se laisse pas faire. Bon, l'allaitement, le début de l'allaitement se passe très bien. Je vois qu'elle me fait un peu mal d'un côté, mais ouais, je me dis, je m'inquiète pas plus que ça. Ouais. Je reviens quelques Oui. minutes en arrière. Cette fois, la vague d'amour, tu la sens ou pas? Ou Mais pareil? pas du tout. Non, pas Toujours du tout. pas? Tout pareil. Je lui dis coucou, bienvenue, ma chérie. C'est donc toi. Je te reconnais bien là. Tu ressembles à ta sœur un peu, mais pas trop. Non, on est dans le très factuel, quoi. Puis moi, je suis déjà en mode automatique. En fait, je suis en pilote automatique. Ouais. Je suis là. Il faut que je m'occupe de mon bébé. Je pense pas à ce genre de truc. Mais j'ai pas la grosse vague parce que je l'aime déjà, donc j'ai pas besoin d'avoir les cotillons et les paillettes. Elles sont déjà en Tu nous. les as déjà. Voilà, c'est ça. Et puis à partir du moment où je vois qu'elle est renfrognée et que mon mec commence à s'inquiéter, moi je pars en pilote automatique parce qu'on peut pas être deux à s'inquiéter, c'est pas possible. Euh, Même si ça l'empêche pas de s'en occuper, hein, clairement, mais je vois qu'il est inquiet et je veux pas en rajouter. Mais même naturellement, moi je me mets en pilote automatique. Donc voilà, Ok. ça c'est le début. Et alors les premiers jours à la maternité, j'imagine que c'est pas le seul à remarquer cette Cette bouche qui chose, non. dévie, cette Alors, hémangiome. l'angiome, on nous dit ça va partir. C'est normal, il y a beaucoup de bébés qui en ont, et effectivement, j'en parle à mes copines et elles me disent oui, moi on avait ça, c'est parti au bout d'1 an, 2 ans, ça réapparaît quand l'enfant s'énerve, mais voilà, ou s'il a chaud, mais voilà, c'est normal. Bon, bah, je classe ça de côté, je me dis c'est bon, c'est normal. Il s'avère que la petite était très tendue. Hein. J'ai jamais eu, enfin, j'allais dire j'ai jamais vu ça, mais en même temps je me suis jamais occupée de beaucoup de bébés à part de ma première qui était en mode peace and love. Même si elle a beaucoup pleuré, je veux dire au niveau du corps, elle a toujours été très posée, très détendue. Elle, on n'arrivait pas à lui faire déplier les jambes, au point, c'était à ce point-là, quoi. Et elle pleurait beaucoup. J'arrivais pas à la poser dans son berceau. Elle dormait sur moi. C'était ma plus grosse hantise d'avoir un bébé qui dormait pas dans son lit. Bah, ça s'est concrétisé. Puis bon, il a bien fallu faire avec. J'avais pas le choix de toute façon si je voulais dormir. Et puis, le premier pédiatre, non, il tilte pas. Il n'a pas remarqué. Et c'est une infirmière qui fait revenir le pédiatre le deuxième jour en lui disant tiens, vous avez vu, elle a la bouche qui part aux pleurs.
Elle se déforme au niveau des pleurs. Ça se voit pas quand elle est tranquille en train de dormir. Mais par contre, quand elle pleure, elle a une petite tête de pirate parce elle a la bouche qui part à droite. Et le médecin dit oui, effectivement, il y a une petite paralysie faciale. Paralysie faciale. Mais moi, pareil, je suis en automatique et je fais oui, ok, il y a une paralysie faciale. J'intègre l'information sans m'inquiéter. Je fais oui, ok, d'accord, elle a une paralysie faciale. Je note, c'est dans mon petit calepin mental. Angiome, check. Paralysie faciale, check. Ben, on n'est pas resté très longtemps à l'hôpital. On sort au bout de 48 heures. Donc on en est là de nos divagations. Il n'y a rien d'autre qui est prévu de plus, hein. On nous dit juste ouais, une paralysie faciale, c'est marqué dans son carnet. Euh, voilà. Et on rentre chez nous. On passe des moments très difficiles parce que c'est un bébé qui pleure énormément. Elle pleure beaucoup. Elle supporte pas qu'on soit statique. On doit rebondir sur le ballon de grossesse pour la calmer. Elle fait des pleurs, des décharges terribles dès le début, qui peuvent durer très longtemps. Nous, on est fatigués. On a la première de qui il faut s'occuper. Et qui est au moment de développement d'un toddler de 18 mois, donc très difficile, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi d'un coup papa et maman qui s'occupaient tout le temps, tous les deux, nous on s'est toujours tout le temps occupés tous les deux en même temps de notre fille, on n'a jamais fait de relais, toi tu dors le matin, moi je m'occupe d'elle, on s'est toujours occupés d'elle ensemble, et elle ne comprend pas qu'on doit se diviser maintenant. Donc c'est difficile les premiers temps. Et au niveau santé, il y a la sage-femme qui passe à la maison, elle regarde le bébé, elle tilte pas non plus. Et c'est à la visite des 7 jours, je crois, le médecin la voit et puis elle dit peut-être qu'elle a un strabisme. Parce que. Et puis moi, dans ma tête, je me dis bah ouais, comme tous les bébés, parce que tous les bébés ont un strabisme, hein, ils ne voient pas très clair et les yeux ils partent un peu dans tous les sens. Ma fille ça faisait ça, mon aînée ça faisait ça, donc pourquoi pas elle. Mais il y avait une sage-femme qui nous avait dit oui, elle a un strabisme, mais ses yeux ils bougent pas. Ils vont pas dans tous les sens, ils bougent pas. Mais bon, j'étais là, oui, bon, ok, elle a un strabisme, mais comme tous les autres. Et donc la pédiatre dit oui, bon, c'est peut-être un épicanthus. Épicanthus, c'est juste la forme des yeux qui sont très en amande et qui peuvent donner l'impression d'un strabisme parce que on ne voit que la pupille, on voit pas le blanc des yeux. Donc on a l'impression qu'il y a un strabisme. Elle me dit oh, c'est un épicanthus ça. Et je dis et par rapport à sa paralysie faciale, et on me dit oh bah vous inquiétez pas. Et là elle me dit une phrase que je crois que j'oublierai jamais tellement c'était indécent. Elle me dit bon, ce sera sa marque de fabrique. Elle a une petite paralysie, voilà. Non, putain. Ce sera sa marque de fabrique. Une paralysie faciale sur un nourrisson sans et on fait pas d'investigation. Wow. Ouais. Elle me dit rien. Elle me dit ce sera sa marque de fabrique. Et puis moi je rentre chez moi toujours en mode pilote automatique. Ok. Je dis ça à mon mari qui est furieux. Je dis comment ça, ta marque de fabrique, c'est pas normal. Il n'y a rien d'autre qui est fait. Et on a d'autres visites. Je crois qu'on a la visite du premier mois entre-temps. Non, parce que moi, à partir de ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec un autre pédiatre sur Paris, parce qu'on n'est pas loin de Paris, et qu'il n'y a pas beaucoup de pédiatres aux alentours de dispo. Et je vais voir une pédiatre qui regarde, qui me dit oui, effectivement, on dirait qu'elle a une paralysie faciale, mais c'est difficile à voir parce qu'elle a des grosses joues et qu'un bébé à cet âge-là, ça sourit pas, donc tu peux pas trop savoir. Elle me fait une ordonnance pour aller voir un ORL. Entre-temps, j'ai la visite d'un mois qui dure à peu près 5 minutes, top chrono. Lui me dit bah faut aller voir un ophtalmologue pour le strabisme. Je fais il y a de nouveau un strabisme du coup, c'est plus un épicanthus. Parce que c'était pas les mêmes. En fait, nous on consulte à l'hôpital. Et ce qui fait que l'été, quand tout le monde est en vacances, c'est jamais le même pédiatre qui te reçoit. C'est pas notre pédiatre déjà à la base, parce que lui il était en vacances pendant tout le mois d'août. Donc on l'a pas vu. Et donc ces pédiatres-là la voient et voilà. Lui ici, il me dit quand même qu'il faut aller voir un ophtalmo pour s'assurer qu'il n'y a pas de strabisme. Mais il me parle pas de la paralysie faciale. Bon, ok, moi pendant ce temps-là, on est dans le quotidien où c'est très très dur et c'est vrai qu'on pense pas forcément à ça. On pense juste que voilà, c'est un bébé qui est très très intense, qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de proximité. Donc on est dans le quotidien, on pense pas en fait à tout ça. Enfin on y pense, mais j'arrive pas à m'inquiéter parce que je suis trop fatiguée. Ouais.
Moi, je sais que mon mec, lui, il fait plein de recherches sur Internet, ça l'angoisse beaucoup, mais il me le dit pas à ce moment-là. Il me le dit pas forcément, il fait ses petites recherches de son côté. Voilà. Et arrive la visite du 2e mois. On est rendu fin septembre. Et entre-temps, mon pédiatre est revenu. Et alors lui, il la regarde, il fait, il y a eu un avis neuro là? Non. Un avis ophtalmo? Ah oui, oui, j'ai été voir un ophtalmo qui dit, bof, il y a pas de strabisme, elle est petite. Il l'a à peine vue, enfin, ça a duré 5 minutes, même pas. Le temps encaisser son chèque. Et là, moi, mon pédiatre, il dit, bah, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vais demander un avis ORL. Faut qu'elle passe une IRM. C'est pas normal une paralysie faciale comme ça. Faut qu'on sache à quoi c'est dû. Ce qui semble logique au final. Ça C'est le semble très premier logique ce à qu'il dit. avoir. Et c'est le premier. Et là, c'est le moment où on commence à souffler. Et ça commence. C'est aussi le moment où elle commence un peu à s'apaiser, bizarrement. Mm. Euh, et donc, et ben là, alors lui, il contacte directement l'hôpital Necker à Paris. On a de la chance d'être situé en région parisienne, parce que du coup, l'hôpital Necker, ils sont spécialisés dans les maladies infantiles, donc eux, ils vont pouvoir nous aiguiller. Et donc, on commence par faire une IRM, si je me souviens bien. Donc, je me déplace à Paris. Ça me prend 2 heures de route en voiture pour aller jusqu'à l'hôpital Necker. Elle passe une IRM. Et franchement, faire une IRM sur un bébé elle avait 2 mois à l'époque, parce que j'ai eu un rendez-vous très vite. Elle avait 2 mois, je crois, ou presque 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais, 3 mois. Et elle passe une IRM et c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, ils endorment ton bébé, ils te le mettent sur une planche, ils l'enroulent de sparadrap pour la tenir immobile. Ils lui mettent des caches sur les oreilles. Donc, tu as ton bébé qui est endormi, qui est sédaté et qui est comme une petite momie. Et ils te l'amènent pour aller passer son IRM. L'angoisse. Ouais, ça m'a un peu, c'était dur. J'étais toute seule en plus parce que bah, mon mari s'occupait de la petite, enfin de la première. Il pouvait pas m'accompagner. On n'avait absolument pas envie, elle, de l'amener à l'hôpital, donc c'était pas négociable. Puis il travaillait, donc de toute façon c'était mort. Elle était chez sa nounou et puis voilà, il s'en est occupé. Et arrivé, donc j'ai fait l'IRM et puis on me dit, ben, ce sera envoyé à votre médecin. Ah bon, j'ai pas de compte rendu déjà. Bon, c'est super. Je vais rester dans l'angoisse encore longtemps. Ils te laissent repartir comme ça, ils font Ouais, l'IRM et tu repars. ouais, ouais. Ils me disent, bah, ce Oh sera là. envoyé au médecin qui a demandé l'IRM. Ok, donc mon pédiatre que je vois pour la visite des 4 mois, je crois, ou 3 mois, je sais plus. Je suis perdue un petit peu dans les dates. Enfin, que je voyais pas de suite, quoi. Mm. Non, elle devait avoir 2 mois. Et c'était pour les 3 mois que je devais le revoir. C'était ça. Et donc voilà. Et j'ai demandé d'avoir les résultats au bout de 2 semaines, je crois. J'ai demandé par mail parce que il s'avère que le cabinet du pédiatre m'a appelé et il me dit, mais non, on n'a pas accès aux résultats en fait, parce que c'était une consultation externe et qu'il fallait en faire la demande. Je les ai appelés pendant 1 semaine pour avoir les résultats et tous les gens me disaient, oui, oui, on vous les envoie, on vous les envoie. Et le soir, j'avais jamais les résultats, jusqu'à la veille de la visite avec le pédiatre qui me dit. Donc je reçois les résultats et je lui montre et il me dit, bah il y a rien, il y a rien, il y a rien d'anormal, tout est normal. Je fais bon bah ça veut dire qu'il y a rien de grave du coup. Euh, et ben du coup voilà, on n'était pas plus avancé. Donc là, heu, elle a 3 mois, Elle a 3 mois, elle a c'est la toujours sa visite des 3 mois. paralysie Elle faciale. a toujours sa paralysie faciale, elle a toujours son strabisme, ses yeux n'ont jamais bougé de gauche à droite. Il bouge de haut en bas, mais il bouge pas de gauche à droite. Et Elle tout a le toujours monde sa dit: paralysie. «Tout va bien». Ouais, non, mon pédiatre, moi, il me dit, faut qu'on continue d'investiguer. On va aller voir un ORL. D'accord. On va voir un ophtalmo. Faut aller voir l'ophtalmo maintenant. D'accord, on va voir l'ophtalmo. Ok. Et donc à cette visite des 3 mois, c'était drôle parce que la veille, je sais pas, la nuit, je donne mon petit doigt à ma fille pour la faire téter. Je m'aperçois elle a sorti 2 dents. Ah trois oui, à mois. 3 mois! Elle a sorti 2 dents. Je me dis, bon, bah, super.
À la visite des 3 mois, le médecin me dit ah, elle a une bronchiolite. Ah bon? D'accord. Moi, je crois qu'elle était juste enrhumée. Il me dit elle a un début de bronchiolite. Des dents, la bronchiolite. IRM qui nous arrive sans plus de réponses. Déjà, ça fait pas mal d'infos. Et en fait, dans le week-end, sa bronchiolite s'aggrave et on est obligé d'aller aux urgences parce qu'elle mange plus, parce qu'elle respire très très mal, ça creuse au niveau de ses côtes et elle est hospitalisée dans la foulée. Les 10 pires jours de ma vie, clairement, avoir mon bébé malade, hospitalisé. On se relaie à son chevet. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Moi je vais garder ma fille pendant que mon mari va garder l'autre à l'hôpital. Et c'est pendant ce temps-là que mon allaitement se casse la gueule définitivement, puisqu'on m'interdit de l'allaiter parce que ça la fatigue trop. Et en fait, au sortir de l'hospitalisation, elle s'est plus tétée parce qu'elle a 2 dents qui sont apparues entre-temps et elle me fait super mal. Et en fait, en 10 jours, elle a oublié. Elle a oublié comment téter. Ils l'ont nourrie par sonde gastrique et ils ont voulu passer par les biberons parce que c'était plus simple pour eux de voir la quantité ingérée et que apparemment téter le sein, c'était plus difficile que téter un biberon. Donc voilà. Et toi, l'allaitement, il te tenait à cœur? Ouais, ça me tenait à cœur. Alors, j'en fais pas un combat, mais comme j'ai allaité ma première 11 mois, je m'étais dit que ça allait faire pareil pour la deuxième, mais j'aimais bien. C'était une chouette relation que j'avais, et c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Le bébé pleure, elle tète. Le bébé veut a faim, elle tète. Moi, j'ai trouvé ça très simple, et j'ai très mal vécu justement le passage au biberon parce que je comprenais rien. Fallait attendre 3 heures, fallait attendre 4 heures, fallait pas lui donner avant parce que sinon ça lui faisait mal au ventre, ça a réactivé ses coliques à elle aussi, puisqu'elle aussi a eu des grosses coliques. Ouais, non, j'étais super frustrée de ça parce qu'en plus, je me dis que j'aurais dû continuer à l'allaiter. Elle tétait pas plus de 5 minutes, 3 fois par jour. La journée, elle était au biberon parce qu'elle avait pris la nounou et moi j'avais pas envie de tirer mon lait et j'avais fait ça pour ma première et ça s'était super bien passé. Elle tétait toute la nuit tranquillement et la journée elle était au biberon et même ça il voulait pas, genre les 2 petites tétées qu'elle avait le soir, le matin et peut-être une 3e dans la nuit, il voulait pas. Et je me dis c'est pas ça qui l'aurait fatigué. 5 minutes par-ci par-là, je sais pas, je vois pas comment ça aurait pu aggraver son état. Enfin bon, après je suis pas médecin, hein, j'en sais rien, mais j'ai eu un peu j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. De plus Ouais. faire partie de la team maman allaitante que j'aimais bien. Même si je répète, hein, j'en fais vraiment pas un combat. Je suis pas une militante pro allaitement absolument, mais Ouais, j'aimais mais ça bien te ça, tenait à quoi. cœur. Ouais, ça me tenait à cœur, j'aimais bien, c'était un beau moment de partage, quoi. Et c'était simple, c'était plus simple que de faire chauffer un putain de biberon à 3 heures du matin quand ton bébé il hurle de faim. Mais bon, maintenant que je m'y suis fait, j'ai accepté. Ça fait quoi depuis qu'elle a peut-être 5 mois que j'ai accepté. Maintenant, elle a 6 mois et demi. Donc, ouais, 4-5 mois, on va dire que j'ai avalé la pilule. Ouais, ça a mis du temps Fallait quand même. bien, il faut de toute façon. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que c'était compliqué. On n'arrivait pas à comprendre comment ça fonctionnait. J'imagine comme les parents qui allaitent alors qu'ils ont donné le biberon précédemment à un premier enfant et qui allaitent après, peut-être que c'est aussi flou, quoi. Nous, c'était compliqué. On disait, est-ce que c'est la bonne température? Est-ce qu'elle a faim? Pourquoi est-ce qu'elle termine pas ses biberons? Alors que quand tu allaites, elle allaite, elle est repue, c'est cool. J'en sais rien de la quantité que je lui donne, mais elle a l'air contente, donc c'est cool, quoi. Donc voilà, c'est ça a été dur. Ça a été dur. Ouais. Et c'est drôle parce que ouais, on était pareil, on était hospitalisés et pareil, les médecins ils disaient ouais, elle a une paralysie faciale, ok, c'est noté. Ah Mais oui, rien de même plus. eux, ils ont Ouais, pas posé plus de questions que pas ça? plus. Non, non, je leur disais, elle a une paralysie faciale, ok, c'est dû à quoi? J'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais. Mais là, je sais pas. Ouais, ouais. Et donc elle sort et ben, dans la foulée du mois de novembre, on va chez l'ophtalmo à Necker, toujours. Des consultations qui te font. Tu as un rendez-vous et tu passes 2 heures après. Parce que beaucoup de monde, beaucoup d'urgences.
peu de personnel, le personnel hospitalier qui est sous l'eau. Elle a beaucoup de compassion pour les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les puéricultrices qui en chient grave tous les jours et qui fait que le service est engorgé. Enfin, les services sont engorgés et du coup, à chaque fois que j'ai un rendez-vous chez Necker, je sais que j'en ai pour la journée, quoi, parce que ça prend du temps entre la voiture, le temps qu'il faut pour passer, pour un rendez-vous qui dure 10 minutes. Bref, on voit l'ophtalmo et il me dit du coup, vous aviez fait une IRM? Oui. En fait, ils se sont trompés. Comment ça, ils se sont trompés? Ils n'ont pas étudié les bonnes choses. Je dis, comment ça? Il n'y avait pas de lettre adressée au radiologue. Ouais. Il n'y avait pas de lettre. Donc, ils ne savaient pas quoi voir sur la gamine, quoi étudier comme problème. Je dis, comment ça? J'étais là, moi. Moi, je leur ai dit, moi j'étais là, j'ai dit que c'était parce qu'elle avait une paralysie faciale et un strabisme. Ah eux, non, ils ont fait par rapport à ce qui était le plus visible, c'est-à-dire son angiome. Oh. C'est-à-dire l'angiome sur lequel on savait que c'était pas grave. Donc, le mec me dit, l'ophtalmo me dit, j'ai redemandé une IRM. Fort bien. Donc, elle va devoir repasser une IRM. Alors que, enfin, voilà, c'est pas rien, quoi. Une IRM, Ouais. c'est mieux sur un bébé que sur un bambin, ça c'est clair, parce qu'il faut attendre que le bébé dorme et soit immobile, et endormir des enfants plus grands, plus de 2 ans, c'est très compliqué, ça prend du temps, et voilà. Mais voilà, elle doit repasser une IRM. Eh ben c'est super. Vous m'envoyez ravi, monsieur. J'étais fumasse, j'étais vraiment très très Tu en m'étonnes. colère. Les emmerdes continuent. Donc le jour du rendez-vous ophtalmo, il me dit oui, effectivement, elle a un strabisme, mais on me dit pas plus. Et donc un mois après, c'était en décembre, elle a repassé une IRM. Et alors attendez, non, c'est pas ça. Elle passe d'abord un deuxième rendez-vous 15 jours plus tard avec l'ophtalmo, qui me dit ah, c'est la suspicion de Möbius. Le quoi? Suspicion de Möbius. Alors, ça me disait quelque chose parce qu'on avait fait des recherches avec mon mari sur ce qu'elle pouvait avoir, paralysie faciale, mais autant te dire que c'est comme Doctissimo, hein, il y a Ouais. plein de choses qui peuvent arriver. Donc, il y a plein de trucs. Et on avait vu passer ce truc. Mais sur le coup, il me dit pas plus de choses. C'est la suspicion de Möbius. Non, 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 c'est ma fille. En fait, elle a un prénom. Et ok. D'accord. Ce jour-là, donc, il regarde sa vision, il me dit bon, elle va devoir porter des petites lunettes parce que à cause de son strabisme, et puis le fait qu'elle soit hyper métrope, elle a déjà besoin d'une correction. D'accord. Une semaine plus tard, IRM. Et donc, elle le passe, c'était le 23 décembre. Joyeux Noël. Elle passe sa petite IRM, pareil, petite momie. Alors moi, ça va mieux, je me sens mieux dans ma tête parce qu'en plus, je suis accompagnée par une amie qui m'aide à gérer la petite, qui m'aide moralement, qui me soutient, comme elle l'a fait depuis la naissance de ma fille, à être toujours présente pour nous aider à gérer les deux petites. Le fait d'avoir un début de réponse avec cette fameuse sortie de l'ophtalmo, ça t'aide aussi un petit peu? Alors ça m'aide dans le sens où on commence à comprendre. Mmh. On commence à se dire, en fait, quand on lisait des trucs sur ce syndrome de Möbius, comme ça s'appelle, on reconnaissait ma fille. Plus on lisait des choses sur ce syndrome, plus on reconnaissait ma fille. Mais jusqu'à ce qu'on nous le dise, on se disait que ça pouvait être plein d'autres choses. Et en fait, à partir de ce rendez-vous, j'ai compris. Même si on n'avait pas eu les résultats d'IRM, même si on n'avait même pas repassé d'IRM, je savais que c'était ça. De l'entendre de la voix d'un praticien, j'ai compris. Et j'étais au travail le lendemain d'IRM et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est dur. C'est dur de se dire que ma fille, elle sera jamais comme les autres. J'expliquerai. Il faut que j'explique en fait ce que c'est le syndrome de Möbius. En fait, il s'agit d'une maladie congénitale non évolutive. On appelle ça une maladie, mais pour moi, c'est pas une maladie puisque c'est pas quelque chose qui demande. Enfin, je pense que pour certains, ça peut être vu comme une maladie si on a des formes graves, mais en gros, ça provoque une paralysie faciale qui fait que la personne a pas ou peu d'expression du visage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sourire
ou peu. Moi, ma fille, elle peut sourire d'un côté parce qu'elle a un côté qui bouge. Mais les yeux ne bougent pas. De gauche à droite, ils peuvent bouger de haut en bas, mais pas de gauche à droite. Les sourcils ne se froncent pas. Le front ne se plisse pas. Elle a le côté du visage qui est paralysé. Il n'y a pas de ride d'expression. Elle peut pas faire passer ses émotions comme ça. Alors moi, je dis que si, elle peut, puisque mon bébé, elle sourit quand même. Et puis je le vois dans son regard quand elle a des émotions. Mais voilà, c'est une maladie ou on peut dire une affection, un syndrome qui touche 200 personnes environ en France. Et il y a un cas pour 50 000 personnes dans le monde. C'est-à-dire que c'est très très rare, c'est rien du tout. Et là, tu te dis, pourquoi elle? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille, de moi, Cécile, personne lambda, connaissant des gens lambda qui vivent des joies, des peines, mais rien de plus, je suis personne. Pourquoi nous? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé? On a une première fille qui a pas eu de soucis. Et ben pourquoi elle? Ben on n'aura jamais la réponse, bien sûr. Mais ouais, c'est dur. Au boulot, le lendemain, je fonds en larmes parce que je me rends compte que ma fille, elle sera jamais comme les autres. Et autant on se dit c'est bien d'être différent des autres, autant moi je sais ce que c'est les adolescents, les enfants, le harcèlement scolaire, et je me dis Tu penses tout de suite à ça? oui, je pense tout de suite à ça parce que je suis baignée là-dedans via mon métier. Et puis, je sais pas, je ressens une profonde empathie pour ma fille et je me dis que ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que quand t'as une particularité physique, alors autant je sais que tout le monde peut subir du harcèlement, peu importe la tête que t'as, même si t'as pas de particularité, ça peut tomber sur n'importe qui, je vois bien avec mon quotidien, mais je sais qu'avec sa particularité physique, ça va être très difficile. Et mon cœur de maman se brise quand même ce jour-là parce que je comprends. Je comprends, et puis même déjà auparavant, quand je vois des petits bébés qui ont l'âge de ma fille sourire, ça me fait un pincement au cœur. Ça me fait plaisir parce que j'adore voir les gens heureux, mais ça me fait de la peine parce que je me dis, moi, ma fille, elle pourra jamais sourire. Et c'est dur. Et ça, ce diagnostic-là, tout ça, c'était quand? C'était le mois dernier. Alors, on a fini par avoir les résultats de l'IRM passé le 23 décembre. On l'a eu il y a 2-3 semaines, je crois. On est en février, le mois dernier, en janvier. Oui. Ah oui, donc c'est très récent. Ouais, c'est très récent parce qu'on a reçu les résultats d'IRM et là pour le coup, ils ont bien vérifié tout ce qu'il fallait et il y a marqué donc que les nerfs qui contrôlent la paralysie et les yeux sont manquants ou atrophiés, je ne sais plus le terme, et que le diagnostic c'est en faveur d'un syndrome de Möbius. Mais on n'a eu aucun lien avec qui que ce soit depuis. On a juste eu le compte rendu et on n'a rien eu d'autre. Je vois Personne vous a expliqué? Personne. J'ai vu mon pédiatre avant les résultats, qui lui me dit, mais alors vous n'avez pas les résultats? Non, on va bientôt les avoir, ok. Lui, il va déjà voir, il voulait déjà voir pour prendre un rendez-vous ORL, etc. J'ai un autre rendez-vous pour l'orthopsie, pour un équerre encore, pour mars, mais entre-temps, personne. En fait, tout ce que je sais là, tout ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu sur Internet, sur le site de Necker, justement, qui regroupe en fait des spécialistes de ce syndrome. Ils ont fait toute une plaquette, toute une maquette en fait là-dessus, qui t'explique. Je le sais aussi parce qu'il y a une association Möbius France qui existe, qui a un site Internet que j'ai épluché. J'ai regardé des témoignages, etc. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est ce qu'on a trouvé en fait sur Internet avec mon mari. C'est incroyable. Je l'ai jamais entendu d'un médecin. On est laissé pour compte. Hein. Franchement, je trouve que c'est très, très abusé. On ne nous suit pas, on ne nous explique pas. Enfin, on pose quand même un diagnostic qui est assez lourd. C'est une maladie rare. Ça peut être très grave pour certains enfants parce que ça, au-delà de l'aspect esthétique, faut que je rajoute que ça peut provoquer des problèmes au niveau de l'alimentation. Ça favorise les fausses routes. Ça favorise... il y a des gamins à qui on doit faire une trachéotomie pour qu'ils respirent mieux. Ça peut provoquer des problèmes au niveau de la respiration. Plus tard, ma fille, je ne sais pas si elle va pouvoir parler correctement. Elle va pouvoir
elle va peut-être avoir des séances d'orthophonie, c'est fort probable, de l'orthopsie, en veux-tu, en voilà. Un suivi psychologique aussi, parce que niveau relationnel, c'est très difficile. Quand quand on parle à quelqu'un et que la personne ne sourit pas, ne sourit jamais et tire tout le temps la gueule, entre guillemets, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Et même ma fille qui sourit d'un coin, bah, ça fait un petit sourire un peu sarcastique, j'imagine. Moi, je le vois pas. Moi, je vois un gros sourire. C'est mon visage de maman. Mais je Je l'ai sais vu et moi, que je peux dire que c'est un joli sourire. c'est gentil. Mais oui, moi, elle a un sourire. Je sais qu'elle sourit et qu'on le voit maintenant, mais je sais que c'est très délicat. Tu vois, par exemple, j'ai un collègue qui est pour autant très sympathique, qui en voyant la photo de ma fille la première fois, qui dit elle a les yeux elle a un œil qui dit merde à l'autre. J'ai trouvé ça d'une violence. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très gentil de base, que j'estime beaucoup, mais la maladresse. Et je me dis, mais alors si à moi on me dit ça, qu'est-ce qu'on va lui dire à elle? Hmm. Et mon mari le sait encore plus que moi, puisque lui aussi est né avec un strabisme. Et moi, en fait, au début, je pensais que c'était juste un petit héritage. Et il sait ce que c'est de vivre avec ça. Et il sait que déjà rien que le strabisme, c'est très dur à vivre. Les gens se moquent. Et je me dis, c'est chaud. C'est chaud. Et rien que, voilà, tout ce qui peut en découler. En fait, ce qui est compliqué, fondamentalement, avec ça, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. C'est au jour le jour, suivant son déroulement, suivant son développement, ça peut provoquer des problèmes, quoi. Il y a aussi des soucis apparemment de tonus musculaire, ce qui n'est pas du tout son cas parce qu'elle est d'une nervosité telle que au niveau motricité ça va, mais ouais, ça peut Elle a voulu vous provoquer plein de rassurer. choses. Ouais, ouais, ouais. Vous voulez que je vous rassure? Je me retourne à 3 mois et demi. Allez les gars. Que des trucs comme ça. T'es là, bon, bah, on va peut-être se calmer. Mais ça, je crois que c'est un problème généralisé des bébés de 2021. Là. Ils sont un peu vénères. Et enfin, en tout cas, ceux que je connais. Et, euh, et donc voilà, ouais, on est un peu laissé pour compte. Là, j'ai envoyé un message à l'association. Et donc, je vais bientôt pouvoir parler avec d'autres parents C'est bien d'enfants ça. qui ont. Ouais, mais heureusement qu'il y a ça. T'imagines, et heureusement que c'est que. J'allais dire, heureusement que c'est un syndrome qui n'est pas. Qui lui provoque pas des soucis de santé pire que ça, parce qu'au final, ben, on n'a rien. Ouais. On n'a Ouais, rien. c'est fou ça quand même. Ouais, ouais, c'est fou. Donc voilà, on en est là. Ok, On en et est là. alors aujourd'hui justement, comment toi tu vas? Ça va. Franchement, ça va parce que je vois qu'elle grandit bien, elle pousse bien, elle commence à vouloir communiquer avec nous. Je trouve qu'elle s'en sort pas si mal parce que, en fait, je pense qu'elle a une atteinte légère, euh, dans le sens où elle arrive à fermer la bouche, elle arrive à fermer les yeux, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Elle arrive un peu à sourire. Elle mange bien pour le moment, elle n'a pas de problème de fausse route. Je me sens mieux avec ça. Je dirais pas que je le vis super bien parce que j'ai toujours de la peine quand je vois des petits qui sourient. Parce que je me dis, c'est pas juste. Je suis super contente pour les autres petits, hein. Honnêtement, je suis super contente de les voir évoluer. Mais à chaque fois, j'ai une petite pensée en me disant, ma fille, moi, elle sourira jamais vraiment comme tout le monde. Et en plus, c'est saisissant le contraste parce que j'ai eu une première petite fille très, très expressive au niveau du visage. Et qu'elle, c'est complètement l'inverse, quoi. Comme quoi, hein, deux enfants, Ah oui. c'est deux enfants différents, quoi. Tu peux pas avoir deux fois le même bébé. Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'on fait pas un deuxième enfant pour avoir la réplique du premier. Mais ça va un peu mieux. Même mon mari aussi, lui, ça va mieux parce que lui aussi, c'était beaucoup de stress. Après, je pense que ça va revenir périodiquement au fur et à mesure de son évolution, Ouais. parce que c'est pas rien, quoi. Mm. C'est pas rien. Bon bah j'espère que en tout cas que le développement montrera que c'est toujours une forme légère et que ça restera une forme légère. J'espère pour elle. De toute façon, même si c'est légère, ce sera déjà assez lourd à porter Oui. pour elle, je pense. Donc voilà, pour le moment, ça passe inaperçu, mais bon, je doute pas que ce sera difficile, hein, et ce sera à nous en fait de lui donner des armes pour dépasser ça et pour en faire sa force en final, Ouais. pour lui montrer que rien n'est impossible.
Et ben en tout Bah, cas, à part de sourire pour le coup. oui. Et encore, au moins Et d'un encore, côté. et encore, il me semble qu'il y a quand même des chirurgies du. Comment ça s'appelle? Je sais plus, de rétablissement du sourire, quelque chose comme Ah oui? ça. Ouais, il y a des chirurgies qui existent pour faire sourire les personnes qui le peuvent pas. Moi, ça me fait à l'idée qu'on puisse poser un bistouri sur ma fille, mais ce sera forcément, je pense, quelque chose qui va se faire puisque son strabisme va bien falloir le traiter. Donc, je vois pas comment ça pourrait marcher autrement que par chirurgie. Après, comme j'y connais pas grand-chose et qu'on n'est pas beaucoup aidé, Ben oui. il y a peut-être d'autres choses à voir. On verra bien. On verra. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est magnifique et que, voilà. Son Bah, sourire, moi, je suis c'est d'accord, la hein. meilleure chose de la Terre. Bah, j'espère. C'est une petite fille Voilà. très belle. Non, c'est gentil. Merci. Avant de nous dire au revoir, Oui. j'ai une dernière question pour toi, Cécile, si tu veux bien. Oui. Ouais. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? D'apprendre l'empathie aux gens, mais vraiment. Que l'empathie soit enseignée à l'école. Après, je pense que en tant qu'enseignante et connaissante des enseignants, je sais qu'on essaye d'inculquer ça. Après, c'est pas que dans les écoles que ça s'apprend, mais on gagnerait plus à être plus dans l'empathie les uns envers les autres et à tous les niveaux, hein, que ce soit maternité, travail, etc. Ce serait tellement bien. J'ai l'impression, tu sais, faire un discours de Miss France. Et la paix dans le monde. Ah bah les paillettes jusqu'au bout, hein. Ah bah oui, attends. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Bah, merci à toi. Et puis à bientôt. À très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Tu trouveras un lien dans la description si tu veux en savoir plus sur le syndrome de Möbius. De bébés très différents, beaucoup d'angoisse et de nuits hachées, mais surtout une cargaison entière d'amour et de paillettes malgré tout. C'est ce que je retiendrai de l'histoire de Cécile. Je te remercie pour ton écoute et t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux t'abonner, laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le proposent, mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!